faut itérer, recommencer et on trouve toujours des solutions. Et finalement, c'est peut-être ça le boulot de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions. Parce que des problèmes, il y en a tous les jours, des galères, il y en a tout le temps et il faut trouver des solutions, trouver des solutions, trouver des solutions. Bienvenue sur Les Aspirants, le podcast curieux de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Camille Delouis et je suis avec mon comparse Loïc Vessière. Nous sommes tous les deux fondateurs du pour le moment Projet Common. On espère que ça deviendra l'entreprise. L'objectif de ce podcast est de rencontrer des personnalités inspirantes pour apprendre de leur expérience. Et pour cette première, nous voulions commencer par le commencement. Et pour ça, nous sommes très heureux d'accueillir Faustine Bonner, fondatrice de Ça change tout, un site qui commercialise et loue des couches lavables. On vous souhaite une belle écoute. Diplômée d'un double master en droit, elle débute sa carrière en tant que juriste au sein d'une compagnie d'assurance, où elle se rend vite compte qu'elle n'aime pas ça. Après un rapide passage dans l'événementiel, elle trouve un poste qu'elle apprécie au sein d'une école privée. Elle enchaîne ensuite par une expérience en start-up avant de se consacrer à Ça change tout, une entreprise qu'elle fonde début 2020 et qui propose des couches lavables. En plein Covid, elle en profite pour donner naissance à son deuxième enfant. Maman et entrepreneuse au quotidien, elle gère sa vie entre les biberons et la création de son site e-commerce, les couches à changer et celles à envoyer, former et se former, apprendre à parler à ses enfants et communiquer pour faire connaître sa marque. Elle est aujourd'hui avec nous pour revenir sur cette année particulière et s'est invitée pour la première des aspirants, c'est Faustine Bonner. Bonjour Faustine Bonner, comment ça va ? Bonjour Camille, ça va bien, merci. Est-ce que cette petite introduction te parle ? Alors, elle me parle bien au niveau de mon parcours et j'ai beaucoup aimé la fin, sur mon rythme alterné entre jeune entrepreneur et jeune maman. D'accord. Pour replacer dans le contexte, Faustine est ma cousine. On la remercie d'avoir accepté de faire partie de ce podcast et voilà. Mais voilà. Je vous remercie à vous beaucoup parce que je suis très intéressée par le milieu du podcast et donc du coup voilà, je vais boire du petit lait aujourd'hui pour voir comment est-ce que sont les backstage des podcasts. Ok, comment tu trouves notre setup pour l'instant ? Un peu aléatoire. Heureusement que les auditeurs n'ont pas la visibilité. Voilà. Je précise que c'est un peu artisanal. Sur un carton et j'espère qu'il ne tombera pas. Et qu'est-ce que tu as à droite ? Je crois que tu nous as demandé du sopalin. C'est pour faire quoi du coup ? Une gratonnette, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. C'est un toc que j'ai depuis que je suis toute petite. Je faisais ça dans mes Tom Tom et Nana. J'arrachais le coin des Tom Tom et Nana pour les brouiller, bref. Me piquer les doigts avec. Les gens qui me connaîtront comprendront. J'ai même fait un exposé sur ces petites choses que je fais, ces petites boulettes que je fais en 3e, figurez-vous. D'accord, ok. Donc ça te suit depuis longtemps. Pour ma part, je connaissais forcément. J'ai même vécu 1 mois avec Faustine. Donc forcément, j'en avais de partout. Même ma fille d'ailleurs, qui a 2 ans, commence à me dire « Tiens maman, regarde, ça, c'est ta gratounette. » La transmission des tocs. Donc avant de commencer, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Savoir ce que tu avais fait déjà pendant les études. J'ai dit que tu avais un double master en droit et comment ça s'était passé. Et puis revenir sur ton parcours un peu avant l'entrepreneuriat, ce que tu avais fait, pourquoi tu l'avais fait et pourquoi tu as décidé de changer. Donc on va d'abord revenir sur tes études. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait ? Oui, j'ai fait 6 ans de droit. J'ai fait une licence en droit privé et puis après j'ai fait un master 2 en droit de la responsabilité médicale, puis un autre en droit international du travail. Ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus des noms de mes masters 2. Mais voilà, mes 2 masters 2. D'accord. Et justement, moi je me souviens que tu avais eu quand même pas mal de difficultés après ce double master de trouver du travail dans ce que tu avais fait, donc dans ce que tu avais étudié. Complètement. Après le 2e master 2, je suis restée, je crois, 6 mois complètement au chômage, à pas trouver de boulot dans ma filière. Au bout de 6 mois, j'ai continué à chercher, mais j'ai trouvé un boulot de vendeuse, du coup. Et puis après, au bout d'un moment, je ne saurais même plus dire combien de temps, mais je pense au bout de 9 mois, en fait, je me suis dit que finalement, je cherchais quelque chose, mais dans quelque chose que je ne voulais pas trouver. Donc, je me suis réorientée, je suis partie dans l'événementiel. Parce qu'à la base, tu voulais faire du droit, pourquoi ? Pour être à la base de la base, je voulais être avocate. Après, j'ai fait un stage en fin de 5e année parce que les études en droit sont très mal faites. Donc, en fin de 5e année, on a enfin un stage. Et pendant ce stage, je découvre qu'en fait... c'est là où tu t'es rendu compte. Voilà, je ne veux pas être avocate. Qu'en fait, le métier que je pensais du métier d'avocat n'est pas du tout celui... Enfin bref, dans l'application, c'est pas du tout celui... Donc là, 5 ans d'études,
un stage, une grosse douche froide. Et du coup, tu te rends compte que tu veux pas du tout finalement faire ce que tu as étudié, quoi. Alors, ce qui est très drôle quand tu dis ça, c'est qu'en plus de ça, du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que c'est pas intéressant. Du coup, je pars à New York. J'ai une expérience du coup là-bas. Enfin bref, je pars à New York. Dans le secteur du droit? Oh, pas du tout. Non, je pars sans travail. Je pars en mode, je prends un billet aller, je prends pas de billet retour. Enfin, si, parce que sinon ça coûte beaucoup trop cher, mais dans l'idée, j'en avais pas. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as toujours été vachement attiré par cette ville, non? Oui, j'ai toujours voulu y aller. Et là, c'était en mode, c'est bon, j'ai fait mes 5 ans de droit, j'ai fait plaisir à mes parents, maintenant je vais me faire plaisir à moi. Donc, du coup, je pars à New York. Et pourquoi? À cause de César, mon petit frère, finalement, qui me pose une question en droit du travail. Je me dis, finalement, le droit du travail, c'est ça qui est super intéressant, parce que j'avais fait du droit médical. Et donc, du coup, je me dis, je vais refaire un Master 2 en droit du travail. Et international, comme ça, comme j'avais acquis l'anglais entre-temps, j'aurais l'expérience internationale. Bon, c'était une grosse erreur, parce que c'est vrai que je m'étais déjà rendu compte que je ne voulais pas travailler en droit. Donc, tu as fait ce deuxième Master après New York, c'est ça? Oui. Ok. Et là, bis repetita, c'est-à-dire que tu as eu une longue période où tu as cherché des emplois dans le secteur et tu as eu du mal à trouver. Non, en fait, après mon premier Master 2, j'ai trouvé directement un premier emploi. J'ai travaillé en tant que juriste. J'étais dans une compagnie d'assurance en responsabilité médicale. Mais direct, je savais que je voulais partir à New York. Donc en fait, quand ils m'ont proposé un CDI, moi je veux rien à foutre, les gars. Je me casse, je vais à New York. Je ne savais pas qu'à l'époque on me proposait le Graal. Donc voilà, puis je reviens, je refais mon Master 2 pensant que je vais avoir zéro difficulté. Et puis je sais pas, on dit très souvent que c'était la crise, mais effectivement, je pense qu'à l'époque, c'était aussi ça qui faisait qu'on avait du mal à trouver du travail. Et voilà, je postulais à droite à gauche. Et soit j'étais trop diplômée pour occuper un poste, et donc ils prétextaient que j'allais m'embêter sur ce poste, soit j'avais pas accès d'expérience. Enfin bref, tout ce que tout le monde connaît sur la quête du travail. Surtout pour le premier poste, quand on a un tel niveau d'études, on galère justement, soit on veut l'expérience, soit on est trop diplômé pour certains postes. Exactement. Et donc ensuite, tu as travaillé en assurance, et ça je l'avais omis. Donc tu as travaillé en tant que juriste en assurance, ça a duré combien de temps ça? 6 mois. 6 mois. Ok, et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Que j'aimais pas ça. T'aimais pas ça? Je comptais les jours. Tu faisais quoi là-bas? En fait, j'avais un calendrier sur mon bureau. Je barrais les jours. Parce fait, comme en prison, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, j'avais mon billet pour New York. Donc en fait, moi, je faisais ça en mode, je gagne des sous. D'accord. En fait, je cherchais un boulot de serveuse et j'ai ce boulot de juriste qui tombe. Donc super, je gagne mieux ma vie. Et donc top, j'y vais. Et voilà, mais je barrais les jours. Oui, si, ça m'a appris plein de choses, mais bon, c'était pas l'expérience de ma vie. C'était quoi, juriste? Tu faisais quoi exactement là-bas? Responsabilité médicale. J'instruisais les dossiers. En gros, les patients, quand il leur arrive quelque chose sur la table d'opération, ils écrivent une plainte, on va dire, à l'hôpital pour schématiser tout ça. Et nous, on était l'assureur des hôpitaux et des médecins. Donc en fait, les médecins et les hôpitaux nous renvoyaient ces plaintes. Et donc moi, j'instruisais le dossier pour savoir s'il y avait responsabilité ou non du médecin. C'était un métier avec beaucoup d'administratifs, hein, c'est ça? Beaucoup d'administratifs, oui. Et puis peut-être aussi avec des questions morales derrière, c'est-à-dire que ton travail finalement c'était de trouver de la raison qui faisait que vous n'indemnisiez pas la personne. Effectivement. D'accord. C'était pas. Mais bon. Donc côté éthique, ça te correspondait pas non plus, quoi. Pas non plus, mais à l'époque en tout cas, je le voyais pas comme ça. J'étais contente, vraiment j'avais New York en tête et j'avais que ça. Donc j'avais mon premier travail, je gagnais pas trop mal ma vie en tout cas à l'époque. Et bien mieux d'ailleurs qu'aujourd'hui. Et on va y revenir. La transition salariat-entrepreneuriat. Voilà, effectivement, c'est quand même les joies de on va juste rester un petit peu sur le salariat. Oui. Et du coup, après ça, t'es rentré dans une école, c'est à ce moment-là? C'est après le Master 2? Le deuxième Master 2? Après le deuxième. Après, j'ai fait de l'événementiel et après, du coup... Ah oui, t'as fait de l'événementiel? Oui. À Tassin, c'est ça? Oui. Exactement. D'accord. Parce que nous sommes à Lyon. Et alors l'événementiel, c'est très large. Oui, j'ai aidé, j'organisais des événements à destination des entreprises, des séminaires d'intégration, des journées sorties de produits, etc. Pendant 6 mois, c'était l'éclate. Franchement, c'était génial. Mais il n'y avait pas de boulot dans la boîte après ça. Enfin, ils pouvaient me garder en stage. Donc là, tu t'es éclaté. T'as trouvé un métier qui te correspondait. C'était quoi que t'aimais dans... La créativité. Ouais. La créativité qui me manquait beaucoup en droit. D'accord, tu as apporté ta touche de créativité dans l'organisation d'événements. C'est ça, et en plus de ça, j'ai eu la chance de tomber sur 2 nanas qui avaient monté cette boîte et qui me laissaient vraiment carte blanche, qui me disaient vas-y, tu veux faire ça, propose ce que tu veux comme projet au client et puis après c'est lui qui choisira ou non, on peut en discuter si tu veux avec nous. Elle te laissait vachement d'autonomie, quoi. Exactement, et c'était assez plaisant après avoir été immergée dans le milieu du droit où tout est très normé, tout est très sectaire.
D'accord, donc on comprend un peu mieux déjà un peu ton mindset. Le chemin qui... Et du coup, ensuite, après, c'était quoi la prochaine étape? Parce que je suis allé directement à l'école finalement Et dans la après- présentation, mais... Et après, effectivement, j'ai trouvé complètement par hasard un boulot dans une école supérieure de commerce à Lyon, l'INSEC. Et au départ, je travaillais au service RH événementiel. Mhm. Et après, j'ai travaillé plus spécifiquement pour l'école de communication. D'accord, Et là, c'était super parce qu'en fait, ils étaient en train de créer une nouvelle école, d'accord. une école sur le digital. À l'époque, c'était il y a que 5 ans, mais c'était Bah, nouveau. L'INSEC, déjà, c'est quand même pas mal sur le digital à la base, non? Mais en fait, ils ont plusieurs choses dans l'INSEC. Dans l'INSEC, D'accord. il y a l'INSEC Sport, l'INSEC École de commerce Ah tout oui, court, il y a c'est- INSEC sur c'est le vaste. vin, il y a École de communication, il y a vraiment beaucoup d'écoles. Et moi, j'étais vraiment spécifique sur Sub de Pub, qui est une école de com. Et ils avaient lancé à l'époque INSEC Digital Institute, je D'accord. crois. Ok. Et donc, du coup, voilà, je travaillais avec une super directrice qui me laissait carte blanche sur comment recruter les étudiants, faire la com autour de cette école. Et c'était une super expérience. D'accord, t'as apprécié cette expérience? Beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais. Cette deuxième expérience, parce que la première où je travaillais en RH pour le groupe INSEC, D'accord. très administratif, pas intéressant du tout. Par contre, quand on m'a laissé carte blanche pour monter, on en revient au même. Hein, quand Ouais. on me laisse carte blanche pour monter, voilà, une boîte, c'était hyper intéressant et voilà. D'accord. De ma Et c'est- part. et c'est à ce moment-là que tu décides de partir en start-up, donc tu travailles dans une start-up, c'est ça? À ce moment-là, ouais, j'enchaîne sur un boulot de start-up qui est à la fois la pire expérience de ma vie et la meilleure expérience de ma vie. Ouais. J'y suis restée 1 mois et demi, 2 mois. Ah oui, ça a été très court. Très court. Très D'accord. court. À savoir que c'est dans toutes ces expériences qu'on cumule, qu'on cite, c'est le premier CDI que j'ai. Donc, et je dois avoir pas loin de 30 ans. Donc à l'époque, moi je suis en mode c'est le Graal, c'est un Graal. Et au final, j'ai quand même démissionné de ce premier CDI parce qu'au final, c'était une boîte avec une ambiance très particulière, très start-up, très balance ton poste, balance ta start-up qu'on voit en ce moment. Et ça, donc ça c'est le pire ou c'est le meilleur? C'était le pire, bien évidemment. Mais par contre, effectivement. Mais c'est-à-dire parce que les conditions de travail étaient horribles. En conditions de travail, on était 70 sur heures des par gars. semaine. Alors mauvaise déjà, ambiance. on te met des réunions le vendredi soir à 18h, t'es là, ah les gars, bon, après, maintenant, je me dis, bah oui, en fait, je travaille encore à 18h, mais bon, c'est encore autre chose. Mais non, oui, un fonctionnement où, par exemple, typiquement, ils me disent que j'ai un CDI chez eux, et après, ils me disent, bah, par contre, tu vas commencer que dans 3 semaines. Bon, ok, pas de souci, je commence dans 3 semaines. Alors par contre, pendant les 3 semaines, on va t'envoyer SatDoc. Donc vous voyez pas, mais je suis en train de montrer voilà, un bon paquet de documents. Et en fait, on va t'interroger tous les 2-3 jours. J'avais des interros, donc j'étais pas payée. Hein. Je sais D'accord. pas pourquoi d'ailleurs j'ai accepté ça avec le recul, mais voilà. Donc on va t'interroger très régulièrement et tu vas devoir nous réciter tout ce qu'il y a dans les docs. C'était pourquoi? Pour te former? C'était quoi le Pour me but de former. ça? Sympa D'accord. le livret d'accueil. Et c'est exactement ça, c'était le livre d'accueil pour en apprendre un peu sur le secteur de la boîte, sur leur mode de fonctionnement. Rappelle-nous ce qu'elle faisait, la boîte. Alors, c'est assez particulier. Oui, C'est une il me boîte semble. qui est dans le secteur funéraire. Ouais, d'accord. Donc elle Une organise. Start-up funéraire, ah, c'est intéressant. Oui, c'est particulier. Donc elle Elle organisait. n'a pas beaucoup, elle va Oui. se sentir visée. Elle faisait quoi? Elle organisait facilement les enterrements, Il c'est ça? simplifiait, non, pas du tout. Il simplifiait les démarches administratives qu'il y a autour des enterrements, en fait. Ouais, des enterrements. Plutôt pour De la transmission aussi ou juste des enterrements? enterrement. De la transmission, les héritages, les trucs comme ça, ou c'était juste spécifique aux enterrements, Non, c'était c'est-à-dire plutôt sur le côté administratif, c'est-à-dire que tu as une personne dans ta famille qui décède, il faut fermer des comptes, il faut vendre une maison, il faut retrouver le livret assurance vie, il faut, j'en sais rien, moi, clôturer D'accord, à la LDF. à la base quand même, c'est une start-up qui est plutôt intéressante parce que c'est des questions qu'on ne veut pas se poser quand on, C'est ça, quand c'est on en mode, enterre un vous n'aurez proche. pas à gérer ça. Et du coup, c'est plutôt intéressant, mais leur mode de fonctionnement et leur mode de management laisse à désirer pour toi, c'est ça? À l'époque, en tout cas, effectivement, c'était assez compliqué. En plus, pour une personne comme moi qui avait 30 ans et ils avaient que des salariés qui étaient sortis d'études et qui se donnaient à fond les ballons parce que c'est ta première expérience et qu'en fait, tu trouves ça génial. Parce qu'il y a un côté il y a un esprit start-up aussi, baby-foot et compagnie sûr. qui est très sympa. Mais par contre, c'est vrai que quand tu commences à avoir 30 ans,
Bah, c'est pas forcément très agréable. Et puis voilà, C'était un peu moins dans ton mindset, dans ton esprit, quoi. Et puis à ce ils avaient une moment-là. approche aussi très agressive d'un point de vue commercial qui n'était pas très agréable. Et tu disais que dans tes précédentes expériences, la partie administrative, c'est que t'avais moins de plus. Le fait de te retrouver dans la Legal Tech, tu faisais quoi là-bas directement pour savoir ce qui te plaisait justement là-dedans? Alors moi j'étais commercial, j'étais plutôt en D'accord. mode, enfin c'était pour bichonner on va dire les clients qu'ils avaient déjà et que leurs clients, donc nos clients c'était les pompes funèbres. Et donc pour que ces clients continuent toujours à proposer le pack de cette boîte, il fallait sans cesse du coup les appeler, leur dire alors vous l'avez bien proposé aux familles, etc. Donc moi D'accord. j'étais là C'était plutôt une sorte de partenariat qu'ils Customer avaient. success Officer, enfin vous savez c'est tous D'accord. ces noms. Oui, c'est super nouveau nom, Voilà, c'est ça, je crois que c'était Customer Success Officer. Donc quelque c'était chose vraiment comme une startup qui était en B2B et pas B2C alors? ça. B2B Oui, complètement. d'accord. Donc, Customer Success Officer. Officer. Pour ma maman, ça veut dire quoi? Pour ta maman, c'est bichonner les clients. D'accord. C'est pas acquérir de nouveaux clients, Mais mais c'est faire en sorte que tes clients actuels restent. C'est bichonné. Et finalement, c'était un partenariat que vous aviez avec les pompes funèbres. C'est pas eux qui vous payaient directement, mais c'était les. Je me C'était rappelle les plus clients finaux. je D'accord, me rappelle ok, plus on voit. du système. Du coup, tu avais dit c'était la meilleure et la pire. Tu nous as présenté un peu la pire. En quoi ça t'a apporté des choses Parce que justement, c'était hyper agréable d'être enfin dans une boîte où ils comprenaient que c'était hyper intéressant quand on mettait des process en place. C'est-à-dire que leur manière de fonctionner, c'est-à-dire de m'interroger sur le secteur, de m'envoyer de la doc et tout, en soi, je trouve ça super parce qu'en fait, tu arrives et tu sais directement ce que tu dois faire. Par contre, tu rémunères la personne pendant ce laps de temps. C'est juste ça. Et ils avaient, tous les lundis matins, on avait des réunions pour faire un point. Le vendredi, on avait des réunions pour faire un point. Il y avait plein de choses à apprendre et dans cette start-up que j'ai gardée pour après et que j'espère que je pourrai refaire moi quand j'aurai des salariés. D'accord. Juste pour situer, on est en quelle année à peu près là? Tu te souviens ou Là, pas on est en 2017. 2017. Et tu as rencontré Baptiste à peu près à ce moment-là, non? C'est ça? Oui. Alors qui est Baptiste? Mon mari. C'est ton mari et c'est hyper important parce que forcément, c'est lié à ton activité d'aujourd'hui. Oui. Parce que vous allez avoir ensemble une fille. C'est bien ça? Oui. Et ensuite, tu vas décider de te mettre à ton compte avec une idée toute simple. Tu peux nous l'expliquer du coup? Oui, alors au début, l'idée c'était quoi? Au début, l'idée c'était de créer un service de location lavage de couches lavables auprès des professionnels, donc les crèches et les maternités. D'accord. Je m'étais positionnée directement Vraiment sur le côté pro, quoi. Voilà, sur le B2B, parce que je me disais, volume, qui dit volume, dit plus de chiffre d'affaires. Donc voilà. Bien Et sûr. j'étais partie sur Mais un turnover de couches à gérer tout le temps, c'est ça? Exactement, il fallait un sacré turnover pour qu'il y en ait tout le temps des propres à la crèche et qu'en même temps on puisse laver. Ok. Comment tu as eu cette idée? Tout simplement en tombant sur un article d'une nana qui faisait ça. D'accord. Dans un coin paumé de France. D'accord, ok. Et qui avait convaincu une maternité de la suivre. Et c'était assez nouveau à l'époque, on est en 2019, là on est en mai 2019. Ok. Et c'est assez nouveau, les couches lavables, ça commence à devenir un peu tendance, mais c'est pas encore tout à fait ça, voilà. Ouais. Donc, Toi, t'en utilisais? T'avais ta fille à l'époque ouais, déjà? ma fille Ouais. avait 5 mois. Ok, t'en utilisais pas encore? Non. Ok. Mais je m'étais même pas posé la question. D'accord. C'était- Tu non. connaissais pas en fait. Enfin, oui, Avant puis en cet fait, article. c'était bah non, c'est les trucs de nos grands-mères. Enfin, Oui, c'est vrai. Maintenant, on a des couches jetables, pourquoi aller s'embêter avec du lavable? Enfin, non, j'exagère quand même un peu le C'est vrai, trait. c'était des trucs un peu de hippie à la base Voilà, même. c'est ça. Ouais. C'est exactement Heureusement ça. qu'il y a eu du greenwashing. Effectivement, Bah, les trucs de hippie deviennent maintenant des trucs Ah, bobos. Exactement. c'est ça. Et du coup, pourquoi tu t'es dit, bah ça y est, j'ai envie de monter ma boîte? C'était quoi le mindset? C'était quoi ta philosophie? Après avoir eu toutes ces expériences de salariat, pourquoi, c'est quoi qui t'a donné l'envie d'y aller, quoi? Clairement, parce que quand j'étais en train de travailler, en fait, je me rends compte au fil de mes expériences que je suis en train d'utiliser 10% de mes capacités. On me sectorise dans un poste qui est complètement inintéressant. Quand je fais des propositions pour évoluer, parce que c'est ma philosophie, enfin c'est ma personnalité, moi je suis comme ça, j'ai toujours besoin d'avancer, d'avoir plus, de proposer des choses, d'aller au-devant, etc. Mais on me reconditionne à chaque fois dans mon petit poste qui est pas très intéressant, et voilà. Du coup, comme je me rends compte que... T'as l'impression un peu d'être un numéro, peut-être?
à un moment donné ou c'était pas du tout ça? C'était C'est vraiment. pas d'être un numéro, mais c'est en mode, non, mais reste dans ton coin en fait. Ouais. Enfin, en fait, toi, on t'a pris. Fais pas de bruit, quoi. Oui, c'est ça. Lève T'étais pas la tête. petite commerciale de l'école, donc en fait, tu as juste faire ton travail et t'es là. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars, qu'en fait, mon travail, en fait, il m'occupe 1 heure dans la journée, que le reste du temps, je fais rien. Enfin, je fais rien. Je suis sur Facebook, je regarde Netflix, je regarde YouTube. Mais en fait, mon travail n'est pas D'accord. intéressant et en fait, vous n'arrivez pas à m'occuper. Donc, c'est pour ça que je vous propose des choses. Mais ça n'entendait pas. Donc C'était tu pas entendu. as quand même mis un point d'honneur. Moi ça revient à moi parce que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, je peux gagner de l'argent en étant ingénieur. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être ingénieur? Pas forcément. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu gagneras de l'argent tout de suite avec? Pas forcément, mais je préfère me dire que je gagnerai moins d'argent, mais faire ce que j'ai envie de faire et de me lever le matin avec la banane, quoi. Ça revient un peu à ça, ce que tu dis ou pas? Alors, un peu moins, je pense, que toi, parce que moi, je gagnais pas très bien ma vie. D'accord. Mon cours de vie a fait qu'en fait, j'ai eu des boulots plus au gré des opportunités, et donc je gagnais pas très très bien ma vie. D'accord. Donc, j'avais pas cette notion de sacrifice Ouais, financier. ça a été. Ça pesait pas dans la balance. C'était plutôt vraiment, là, en fait, j'ai besoin de faire plus, j'ai besoin d'être épanouie, j'ai envie de faire plus, donc je cherchais une idée, parce que je savais que la porte pour moi, c'était l'entrepreneuriat. D'accord. Parce qu'avec le CV que j'avais, je pouvais pas postuler dans des boîtes. Enfin, on m'aurait pas pris parce qu'on est en France, on est dans un système un peu compliqué, que quand t'as pas fait, je sais pas moi, business développeur, enfin si t'as pas déjà été business développeur, on te prendra pas pour être business développeur dans une autre boîte. On voit pas au derrière de tes capacités. Encore Alors- aujourd'hui ou avant, ou tu dirais encore aujourd'hui, et comment ça évolue ça pour toi? Alors pour moi, ça évolue positivement, mais j'évolue plus dans la même sphère aussi. Moi, Ouais, j'évolue aussi, maintenant ouais. dans la sphère entrepreneuriale. Donc du coup, j'ai l'impression que demain, si je dois retrouver un job, je pourrais mieux me vendre et je pourrais plus trouver un job. Ouais, c'est Mais est-ce que intéressant. c'est les mentalités qui changent ou est-ce que c'est mon secteur qui a changé? Je saurais pas trop dire. Moi, j'aurais tendance à penser que tu es beaucoup plus confronté à tout ce qui est américanisation, entre guillemets, où on est beaucoup plus dans la logique des compétences que la logique des diplômes. Et Complètement. où finalement, tu vas trouver un poste parce que tu as le diplôme qui correspond en France, alors qu'aux États-Unis, par exemple, on va te laisser beaucoup plus ta chance si jamais tu as la motivation et la hargne. Complètement. Complètement. Et donc, juste pour revenir, autrement dit, ce que tu as cherché dans cette démarche d'entrepreneuriat, c'est avant tout la liberté et l'utilité. C'est voilà, c'est mettre à profit toutes mes compétences, c'est d'utiliser ce que je savais faire. En fait, je sais faire plein de choses, très modestement. Et en fait, j'avais envie de créer voilà, toute la journée, d'être épanouie aussi professionnellement. Et on en vient en fait que j'ai mis un point d'honneur du coup quand j'ai été enceinte à me dire il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que maintenant je vais être maman, c'est génial, je suis épanouie enfin d'un point de vue perso. Et maintenant, il faut vraiment que je sois épanouie d'un point de vue pro. Mais par contre, effectivement, il y a plusieurs idées qui viennent en tête, mais il n'y avait jamais l'idée qui fasse tilt. Donc du coup, voilà, 5 mois après mon accouchement, je tombe sur un article sur les couches lavables. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est cette idée qui a retenu toute mon attention, mais là, je me suis dit, ok, ça c'est l'idée. C'est l'idée qui va faire que je vais contacter ma RH et que je vais lui dire, en fait, je ne reviendrai pas. Enfin, s'il te plaît, fais-moi une rupture co. Donc là, on est à quelle période? On est en mai 2019. On est en mai 2019 et là, tu décides d'arrêter de contacter ta RH. Oui, alors à ce moment-là, je suis encore en congé mat, donc en fait, j'ai pas vraiment repris le travail, mais je lui D'accord. dis juste qu'en fait, je souhaite ne pas revenir. Enfin, j'ai mis quand même un peu de temps, je vous dis ça comme ça, j'enjolive un peu. C'était plutôt en juillet que je lui ai dit que je reviendrais pas et elle a D'accord. accepté. Donc du coup, voilà, en septembre 2019, je commence donc ce projet de manière très sérieuse en intégrant un premier incubateur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment tu t'y es pris? Je sais que tu as intégré du coup LSU. Nous, on vient de l'intégrer, donc c'est un peu le sujet du moment pour nous. Alors, Ah oui, pour les félicitations. auditeurs qui ne connaissent pas LSU, parce qu'on parle d'un acronyme, LSU est Lyon Startup, un programme qui permet de lancer sa startup et d'essayer de l'amener à la réussite. Alors c'est génial, écoute, à chaque fois on me demande comment définir un incubateur, je sais jamais et je trouve que tu l'as très bien dit, tu me le rediras ou j'écouterai le podcast moi-même. Je t'invite à écouter le podcast. Du coup, tu as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat à travers LSU, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté et est-ce que tu en avais vraiment besoin et comment tu as mis en place après toutes les briques que tu as mis? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton esprit au début? Ton mindset, c'était quoi? Est-ce que tu étais un peu perdu par rapport à tout le flow qu'il y avait? Par quoi je commence, quoi. C'est souvent ce qu'on se dit quand on se dit ça y est, je veux monter ma boîte. Par quoi je commence? J'en sais rien en fait. Et je pense que LSU, je pense, te permet de faire ça. Est-ce que toi, ça t'a apporté ça?
Complètement. En fait, je pense que LSU m'a permis de faire un 360. En fait, je savais pas du tout quoi faire. D'accord. Et c'est même pas un virage à 180 degrés, c'est vraiment, j'ai fait un 360, quoi. Tellement c'était important. Il y a la Faustine d'avant et la Faustine d'après. Et vraiment, vous allez voir, j'espère que vous allez en retirer autant de bienfaits que moi. Mais j'ai trouvé ça juste extraordinaire parce que ça te change complètement ton mindset. Justement, tu arrives, tu es complètement perdu, tu sais pas par où commencer. Tu sais pas, tu te dis, en fait, qu'est-ce que je fais? Je dois créer, moi en plus j'ai mon esprit juriste qui Bien sûr. revient, donc je dois créer ma boîte, et en fait non, pas du tout, parce que là on est 1 an et demi après, j'ai toujours pas C'est-à-dire créé ma boîte. créer l'immatriculer. Hein, Voilà, l'immatriculer, juridiquement, la créer et tout, et en fait non, pas du tout, faut absolument pas commencer par là, et ça te fait tout revoir ton mindset par rapport à ta vision de l'entrepreneuriat, et ça t'apporte plein d'outils. Il faut vraiment voir Lyon Startup et d'autres incubateurs comme une boîte à outils, et on va te donner tous les outils qu'il faut pour que tu montes ta boîte, et après c'est à toi de jouer. Moi j'ai l'impression un peu, les Lyon Startup, c'est un accompagnement du coup sur 4 mois comme l'a dit Loïc. J'ai l'impression que moi j'avais suivi un peu, on en reviendra tout à l'heure, mais Oussama Hamar qui m'a apporté, Oussama Hamar et The Family qui font des vidéos sur YouTube sur comment entreprendre aussi, qui m'ont apporté un peu ces briques-là, et je trouve que ça donne confiance déjà en ton projet parce que tu pitches vachement, et ça te donne des indications sur ne pas aller du tout sur ce côté-là, par exemple créer sa boîte directe, créer ton produit en je sais pas combien de temps et pas le vendre. Eux ils sont pour le vendre tout de suite. Le fameux MVP. Pas mettre toutes les fonctionnalités d'un coup dans un produit, mais commencer par, on va dire, 2-3 fonctionnalités, dont une phare qui va retenir l'attention. C'est vraiment tout ça, et surtout sur le faire. Fais, vas-y, plante-toi, mais fais. Quick and dirty. On disait tout le temps, c'était un peu notre mantra de notre promo à LSU, c'était le quick and dirty. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, rapide et sale. Et ça, mais ouais, j'arrive même pas le rapide. Dans le sens, on nous avait donné cet exemple de tarte aux pommes. Tu veux vendre une super tarte aux pommes avec des super pommes coupées tout petits et tout, très bien. Et tu veux les vendre 70 €, mais déjà, apprends à vendre ta tarte aux pommes que tu as fait avec ta pâte Marie qui t'a coûté 1,79 € et 2 € de pommes. Vends-la 5 €. Et vends-la 5 €. Si tu arrives à la vendre, et tu augmenteras petit à petit ton produit. Il y a les step by step, étape par étape. Et après, on arrive justement à donner de la valeur et encore plus de valeur à son produit, quoi. Exactement. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Du coup, raconte-nous ce que tu as fait à ce moment-là. Il me semble que tu as créé un site internet notamment. Oui. Est-ce que tu as commencé à être sur des groupes aussi Facebook, parler à tes clients comme ils disent, essayer il me semble que tu as fait tout ça? Alors, effectivement, en fait, il faut savoir aussi, pour recontextualiser tout ça, que j'ai fait donc 3 mois d'incubateur, et ensuite, au bout des 3 mois, je découvre que je suis enceinte de ma deuxième petite fille, et du coup, forcément, ça a un peu remis tout en perspective, pas en question, mais si un peu en question au début, mais en tout cas, ça a remis en perspective le projet. D'accord. Parce que je tombe enceinte, que j'ai des grossesses qui se passent pas forcément hyper bien, donc du coup, tout d'un coup, je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai tous les maux de grossesse. Ça a compliqué vachement les choses. Ouais. Complètement. Plus par-dessus ça, j'ai mon mari qui se casse le pied, qui a alité, et par-dessus ça, on a le Covid, le premier confinement qui arrive peu de temps après. Donc en fait, là, il y a eu 2 mois entre janvier et mars où j'étais un peu perdue. Et tu venais de te marier, c'est ça? Et je venais de me marier, oui, parce que nous, on fait tout en même temps. On aime la difficulté. Ouais, en un an, là, t'as ta dose de tout ce qui s'est passé quasiment en 10 ans, non? Exactement. Et en fait, on s'était dit en 2020, on se repose. Et le 8 janvier, j'apprends que je suis enceinte. Donc en fait, on sait que je vais pas me reposer, qu'on va pas se reposer. Puisque voilà, donc en 2020, je vais donc lancer, donc du coup, parce que pour revenir à la boîte, malgré tout, je décide pendant le confinement, pourquoi d'ailleurs, je vais y revenir parce que je pense que c'est hyper intéressant. Pendant le confinement, au début, je me dis, bon, on ne sait pas où on va. Le premier confinement, clairement, personne ne savait où on allait. Moi, l'argent que j'investissais dans cette boîte, c'était notamment de l'argent qui était placé en bourse. Donc à ce moment-là, la bourse ne s'effondre pas, finalement, d'ailleurs. Mais baisse quand même pas mal. Elle prend des bons placements. Elle prend un gros coup, mais je m'attendais à pire. Donc voilà. Donc je mets un peu en stand-by, on ne sait pas trop comment on avance, et de là en fait j'ai une nana qui me contacte et qui me dit, une nana que j'avais contactée dans le cadre de mes recherches entrepreneuriales, et qui me dit, bon, est-ce que tu as lancé ton site, parce que j'ai envie de me lancer dans les couches lavables, donc si tu as lancé, je veux bien partir avec toi.
Et je lui dis, écoute, D'accord. non, je vais pas lancer. Par contre, en fait, génial. En fait, Ça peut faire une association, client de test. potentiellement. Alors, c'était Ah, plutôt- client de test. c'est- Ah, c'était en tant que cliente. Ah, ok, j'avais Oui. pas compris. Non, c'était dans le sens ça. C'était plutôt en mode, j'ai envie de tester pour ma fille. D'accord, ok. Et je me dis, je vais faire client de test. De toute façon, on nous dit de faire ça. J'étais un peu perdue. Je savais plus Ah, vraiment. c'est super de démarrer déjà par une cliente, quoi. Elle peut... Complètement. Quand c'est le client qui te réclame, il y a un confort. En plus. En plus de ça. Et comment elle t'a connu, du coup? Et je l'avais contactée parce qu'en fait, elle avait été maman quand elle a lancé sa boîte. Et je l'avais contactée quand j'ai su que j'étais enceinte en mode, comment on fait pour lancer une boîte en étant enceinte? C'était quoi sa boîte à elle? Elle est une boîte dans les biscuits apéro. D'accord, ok, rien à voir. Rien à voir. Ok. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, sa réponse, pour ceux que ça intéresse, c'était d'avoir un associé. Or, je n'en ai pas. Donc voilà, moi je fais D'accord. comme je peux. Donc Ouais, voilà. t'es toute seule. Il y a eu cette année avec Covid, grossesse, naissance aussi. Et accessoirement. Post-mariage, on va dire, plus la boîte. Plus une petite fille aussi ça- déjà, qui a 1 an et demi du coup à ce moment-là à gérer. Oui, c'est parce que la naissance, c'est le deuxième. hein. C'est la deuxième. Et du coup, et en plus, la boîte, il faut la gérer toute seule pour l'instant. C'est ça. Et je sais rien faire. Encore En fait, aujourd'hui. Hein. Faut se dire aussi qu'en plus, moi, je pars dans le fait de monter une boîte sur les couches lavables, mais je viens pas d'un milieu écolo, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'études en com, j'ai pas fait d'études en codage pour faire un site internet. Moi, j'ai fait des études de droit, donc ça n'a clairement rien à voir. Donc en fait, j'ai aucune compétence de base, ou en tout cas, qui peut me donner l'assurance que je suis en train de bien faire. J'apprends de partout. J'ai la chance D'accord. d'apprendre très vite. T'as plein de canaux qui arrivent et tu te dis Complètement. il faut assimiler. Complètement, Et mais t'essayes de c'est- recracher ça, mais j'imagine qu'il y C'est a un des travail de fou. difficultés. Ouais. C'est un travail de fou parce Mm. qu'il faut être quand même de partout à la fois quand Mm. on est entrepreneur et c'est un peu le souci. Donc voilà. Mais je me dis go, on y va, on lance la boîte. On lance la phase test. Donc je crée du contenu pour elle, je lui crée des vidéos, comment est-ce qu'on met des couches lavables, comment on les lave, etc. Je crée des fiches techniques, je lui achète des couches que je lui fais livrer. Mais alors du coup comment je fais ça parce qu'on est en plein confinement. Bref, je passe par Amazon. Oh mon Dieu, il ne faut pas. Mais voilà, je passe quand même par Amazon parce que c'est la seule solution à ce moment-là pour lui faire livrer des couches lavables. Je crois qu'il y a quelques ministres qui t'en voudront, mais en même temps. Et, je Faut pouvais- rendre à César ce qui est à César, ça reste quand même une marketplace de qualité. et en plus de ça, la seule qui livrait en temps de confinement. Oui. Moi, mes couches, elles n'étaient pas livrées en temps de confinement. Enfin, ma marque que je livrais, en tout cas, elle avait plus de stock nulle part parce que ses fournisseurs ne travaillaient plus. Enfin bref, du coup, je lui fais livrer des couches. C'est quand même les champions en logistique. Donc, en même Exactement. temps, Ils ont été très bons pendant ce confinement. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est ma cliente test. Après, suite à ça, j'ai une deuxième nana. Non, mais ça s'est passé comment déjà la cliente test? Elle a été contente? Elle t'a donné des feedbacks par rapport Elle à m'a ça? donné. Le but en plus, c'était intéressant parce que c'était une cliente test qui était entrepreneur. Donc, D'accord, donc elle savait, Voilà, elle savait que l'importance du feedback. tout et- n'est pas parfait et en plus il faut des. Exactement, le côté tout n'est pas parfait C'est et super, elle savait ça. l'importance d'avoir un vrai feedback. Mm. Pas un ouais, non, mais t'inquiète, c'est C'est super clair. cool. Qu'on C'est peut génial. très souvent retrouver voilà, dans un entourage. Le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est mais comme- ton projet il est super. Ouais, c'est comme nous. Hein. Ton appli, elle est géniale. Elle fait quoi? Ah, je sais pas. Ok. Voilà, non mais voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément pour décrédibiliser, mais effectivement, quand on vient pas du milieu de l'entrepreneuriat, on voit pas trop cet aspect qu'il y a derrière tout ça. Donc du coup, elle me fait des feedbacks et au final, ça se passe pas très bien. D'accord. Son aventure, au bout de 3 mois, là j'ai le recul, au début ça se passe très bien, elle teste les couches et tout, et ça se passe très bien. Et au final, en fait, elle a des problèmes que tout le monde a, elle a des rougeurs sur les fesses de sa fille. Donc on est sur de la problématique produit là. On est sur de la problématique produit à fond, donc j'essaye de lui trouver des solutions. L'été arrive, elle a plus envie de s'embêter avec ça, donc du coup elle passe à autre chose. Et voilà, mais c'est pas grave parce qu'entre temps, moi je me suis lancée. Je la remercie encore aujourd'hui, déjà à ce micro, et de manière générale, je l'ai déjà remerciée plusieurs fois parce que sans elle, en fait, je pense que j'aurais pas eu ce déclic qui fasse que je me lance. J'aurais toujours repoussé, alors que sûr. je le Ouais, sais. ouais, Même aujourd'hui, je sais c'est- qu'il faut que je fasse encore plus. Mmh. Mais on repousse toujours parce qu'on se dit non, mais là, il faut que je fasse ça, il faut que j'apprenne à faire un super beau site, il faut d'abord que je fasse une super com. On en revient au lance quand c'est sale, c'est pas grave. Et finalement, Exactement. on a vraiment du mal, nous, à assumer le fait que ça soit sale, Complètement. à assumer le fait, pour notre part, qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait des choses comme ça. Et effectivement, quelquefois, ça nous fait repousser, alors qu'il faudrait lancer tout de suite, quoi. Alors je reviens juste sur ça parce qu'on est au début, enfin à la genèse de ta boîte. J'ai une petite question sans être réducteur à ce sujet-là.
Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la trentaine, parce que mine de rien, sur la vingtaine, on apprend beaucoup, on fait nos expériences à droite à gauche, et c'est sur la trentaine, souvent à la fin de la vingtaine, qu'on commence à se dire, bah tiens, j'ai un projet qui mûrit, et c'est peut-être là où je vais me lancer. Et il se trouve qu'en général, c'est aussi, pour beaucoup, une période où on arrive justement sur tout ce qui est maternité, paternité. Tu parles de la maternité, moi, je suis récemment papa, je me posais une question. En tant qu'entrepreneur, je suis particulièrement excité sur les projets, je me lance à fond dedans, mais il y a aussi cette inquiétude finalement de se dire, bah, j'ai des enfants, je prends des risques parce que j'ai pas la stabilité financière du salariat. Toi, comment tu as réussi à pondérer cette excitation par rapport à l'inquiétude? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit, bah ok, je suis maman, ok, j'ai besoin de stabilité, mais mine de rien, cette aventure, c'est peut-être là où je dois aller aussi. Alors clairement c'est mon mari. D'accord. Parce qu'il apporte la Euh, stabilité, parce qu'il t'encourage. les deux, tout parce que c'est et en te le disant je le comprends aussi donc Mhm. c'est assez marrant mais parce que déjà d'un point de vue pragmatique il m'apporte la stabilité financière Oui. de pouvoir couvrir en tout cas la garde des filles etc même si moi je tiens toujours à payer ma partie du prêt. Voilà mais c'est quand même lui qui subvient plus à nos besoins depuis 1 an et demi que je me suis lancée. Et d'un point de vue support aussi, parce que c'est lui qui m'a boosté, notamment quand j'ai cette cliente qui m'appelle. Au tout début, dans la vraie histoire, je suis là en mode oh là là, non, je peux pas. Et puis lui, il me dit mais vas-y, c'est génial. Mais en fait, il me dit vas-y, on a que ça à faire. Là, on est confiné, lui, il était au chômage. Enfin, on a que ça à faire, donc Ouais, fais-le. Il il me te pousse booste vachement. complètement, Donc, complètement. Finalement, ce que tu nous dis tout à l'heure, j'ai pas d'associé. Tu retrouves un petit peu ce support que nous on peut avoir dans la relation de duo avec Camille de cette manière-là, grâce à Baptiste. Alors, si je dis pas de bêtises sur le prénom, grâce à C'est Baptiste ça. qui justement t'apporte cette épaule, qui des fois, quand il y a un petit moment de down, te dit non mais perds pas la pêche, il faut y retourner. Voilà. Et puis qui me dit aussi arrête de travailler, là, il faut quand même que tu vives un peu à côté. C'est Mais ton voilà, Jiminy Cricket qui rationalise. complètement. Qui me dit, enfin, et puis c'est sur lui que je m'appuie sur toutes les décisions. Encore hier, je lui demandais son avis entre deux photos différentes à mettre sur le site, et c'est lui qui va toujours, parce qu'en plus, je trouve qu'il a une très bonne vision des choses aussi. C'est pas que parce que c'est mon mari, mais c'est, en tout cas, je trouve qu'il a une très bonne vision des choses, toujours très pragmatique, beaucoup plus que moi. J'utilise beaucoup, je sais pas si vous êtes un peu au fait de cette vision-là, mais la méthode DISC. Je connais pas du tout. Sur le test de personnalité, c'est en fait il y a enfin c'est un test de personnalité qui est réuni en 4 couleurs différentes et on est oui, censé être bleu, couleur vert, rouge, jaune. rouge, jaune. Ouais, c'est ça. Et il y a quelquefois un peu plus de créativité dans le jaune, un peu plus de rigueur dans le bleu. C'est ça. Exactement. Moi, c'est une matrice que j'avais vue effectivement dans mon ancien poste chez IP Line. Et on avait fait des tests comme ça aussi. Ils nous avaient carrément emmenés en séminaire pour faire des tests pour apporter plus de cohésion et aussi pour s'adapter aux autres, au comportement des autres. Et c'est hyper intéressant ce truc. C'est hyper intéressant et c'est Du hyper coup, t'es intéressant quelle d'avoir. couleur? Alors moi, je suis complètement jaune D'accord. Donc, parce que hyper je dans suis la créativité, c'est ça? hyper dans la créativité, hyper dans l'empathie, Mhm. hyper dans le dynamisme. J'ai besoin que ça bouge en permanence. Donc plein de belles choses. Mais la contrebalance de tout ça, c'est aussi que je vais pas assez dans le fond des choses. J'ai pas la minutie Le côté bleu, très le côté bleu, bleu c'est ça. que mon mari Rigueur est irrationnelle. complètement, voilà, C'est ça. qui a besoin lui pour prendre une décision, il a besoin d'avoir tous les éléments devant lui. Mm. Moi, je suis plutôt en mode non, mais on C'est prend ça. la décision puis on verra C'est après. ça, je crois bien, sur la matrice, il y avait réfléchi et vif, par exemple. Toi, tu es plutôt dans le vif, alors que lui, il est plutôt dans le réfléchi. C'est-à-dire que toi, tu es d'un comportement plus fonceuse, on va dire, et lui, Parfait il va... pour l'entrepreneuriat. Parfait, Voilà. mais c'est clair. Et lui, il va plus peser le pour, le contre et dire... Rationaliser. Ouais, C'est rationaliser, lui c'est ça. qui me pousse à faire un business plan que je n'ai toujours pas fait en bonne et due forme et qui m'en parle en permanence parce que voilà, il a besoin d'avoir la vision, les chiffres, la vision. Ah, lui, il a Ah, besoin lui. de ça, lui, Voilà. pour lui, Ça, en il fait. me dit tout le temps, mais du coup là. C'est pas t'es à- forcément pour toi, c'est pour lui qui... Bah, pour moi, pour que je puisse piloter ma boîte. Mais lui, Mm. c'est sa manière de. Il aurait besoin voilà, d'avoir un business plan. Lui, il n'aurait pas pu se lancer sans business plan. Bien sûr. Et moi, je l'ai fait sans business plan. Et j'en ai fait des petits par-ci, par-là. Mais j'ai pas vraiment fait le business plan. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à faire un business plan, parce que on a parlé d'Oussama Hamar, je pense pas qu'on va faire, vu le temps, je pense pas qu'on va faire un focus dessus. Mais Oussama Hamar disait, vous n'avez pas besoin de business plan pour monter une boîte, parce que de toute façon, ça revient un peu à écrire de la fiction, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on va avoir de clients, on ne sait pas combien on va avoir. Ça dépend de tellement de choses. Toi, tu as un business, du coup, un site en ligne
On va en parler, on va en reparler comment tu as construit ton site. Mais par rapport à ce besoin de business plan au début, est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable pour simuler, de voir où tu vas, pour avoir des objectifs, ou alors tu penses que ça revient vraiment à écrire de la fiction et autant faire le doux, aller dans le faire, faire des choses, faire avancer ta boîte, et après tu te poses et t'analyses a posteriori, et puis après pour le futur. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Bah effectivement, moi là c'est à nouveau, c'est dans cette méthode disque, c'est mon côté jaune qui revient à fond. Ouais. C'est-à-dire que je fonce et je regarde derrière moi après coup. Et c'est quand même aussi un problème parce que même si effectivement un entrepreneur il a besoin de foncer, Bien sûr. de prendre des décisions très vite, parce que le fait de ne pas prendre de décision finalement c'est peut-être le pire. Mais il faut quand même avoir ce côté rationnel, et heureusement, même si aujourd'hui du coup j'ai pas d'associé, j'ai quand même Baptiste qui arrive à me rationaliser et du coup à me montrer toute cette partie de chiffres à prendre Ouais, au moins en t'analyses. compte. Mais il faut que je le fasse. Je te comprends totalement dans le sens où ma compagne, je sais que j'ai tendance à l'appeler Madea des fois. C'est-à-dire que quand j'ai le doute entre deux visuels, comme tu le disais tout à l'heure, je lui montre, elle me dit ah non, mais ça va, ça va pas. Même si elle n'est pas forcément dans le métier, c'est assez important. Juste pour les auditeurs qui nous écoutent, merci maman. Déa, c'est directrice artistique. Oui, tout à fait, oui. Et alors, j'en profite aussi, tant qu'on est dans les messages adressés, aux futurs VC qui veulent investir chez Common, je tiens à préciser qu'on a un super business plan qui est au cordeau. Vous avez fait un business plan? Non, théoriquement. Alors moi, j'en ai fait un à la base. On pourra en parler des heures. Oui, on va pas rentrer dans pas le le sujet, sujet du peut-être. podcast. J'en avais fait un. J'avais fait plutôt des prévisions, mais je suis sûr que c'est écrire de la fiction parce qu'on ne sait pas si on va faire 200 utilisateurs, 2000, 2 millions, on ne sait pas, on espère, Oui. mais on ne sait pas. Plus Donc, que, alors, sans rentrer dans le détail de Common, on a fait un pivot récemment qui fait que beaucoup de choses qu'on a anticipées avant sont à revoir à l'aube de ce pivot. Mais c'est Complètement. exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, moi, j'avais donc l'idée à la base, je voulais partir sur la boîte, je voulais partir sur le B2B, parce que du coup, je crois que je l'ai même pas encore dit, du coup, finalement, je suis partie sur le B2C, donc je travaille avec le consommateur directement, je vends et je loue des couches lavables. À la base, c'était ça, du coup. Donc ta value proposition, finalement, c'est d'arriver avec le service. À la base value, pour le B2B. value j'entends. proposition. Oui, la proposition de valeur. Merci. Voilà, c'est soit tu peux acheter, soit tu peux louer. Loue D'accord. d'abord, teste et après t'achètes. C'était ma proposition de valeur quand j'ai lancé du coup mon site au mois de juillet D'accord. 2020. Je lance mon site avec ça. Tu loues ou t'achètes. Et du coup, là, on est donc 5-6 mois plus tard et je suis déjà en train de me dire la location, c'est vachement de logistique. Oui. Ça me prend vachement de temps. Clairement, sur un sujet pratico-pratique, ça abîme le stock, et le stock s'abîme plus rapidement que ce que je pensais. Du coup, est-ce que la location c'est si intéressant que ça? Est-ce que finalement, et puis en plus, il faut dire ce qu'il y a, cette partie logistique, c'est vraiment pas la partie qui m'intéresse. Juste pour savoir, ta partie location, est-ce que tu l'as fait pour essayer de faire de l'acquisition client, c'est-à-dire je te propose de tester pendant 2 semaines gratuitement et après tu reviens vers moi et tu pars sur un contrat, ou est-ce que d'entrée de jeu la personne devait faire de l'acquisition payante? Je savais pas au départ. D'accord. Au départ, quand j'ai lancé, vraiment, je savais pas. Parce qu'en fait, c'est ce qui se faisait dans les couches lavables. C'est Oui. tu loues ou tu vends. Moi, je me suis dit, je vais faire les deux. Je vais louer et vendre. Et force est de constater, en plus, que quand tu loues, tu es obligé de gérer quelque part un espèce de service après-vente. Et Bien cette sûr. première cliente qui, notamment, Complètement. abandonne au bout de 3 mois et qui m'écrit, en fait, pendant 2 mois pour me dire là, j'ai des rougeurs, là, j'ai ci, là, j'ai ça. Je me dis, c'est super, le but c'est vraiment d'aider les gens à passer aux couches lavables. Donc en fait, vraiment, je veux aider et donc apporter un conseil. Mais en fait, je me dis, là, je peux le faire parce Et qu'on puis est mine de à rien, taille humaine. mine de rien, ouais, mais mine de rien, là, tu as des feedbacks on est aux prémices du projet. Donc, tu as des feedbacks qui te permettent de dire, OK, il y a un problème là-dessus, peut-être que ces couches, de t'apporter un peu plus d'informations sur ton produit, sur les produits que tu revends, tu vois, ou que tu loues. Donc, est-ce que ces couches-là, cette marque de couches-là fait moins de rougeur par rapport à ça parce que c'est en telle ou telle matière? Ça te permet d'avoir l'information. Mais, Ouais. mais c'est vrai. Est-ce que tu as pris les choses uniquement en aval, ou est-ce que tu t'es aussi dit est-ce que je vais changer mon sourcing, essayer de changer de couche lavable, ou est-ce que tu es... Complètement. Oui. Tu l'as fait, Complètement. ouais. En fait, je suis partie du coup, enfin j'essaye de le faire, c'est que j'essaye de tester en faisant, en fait, c'est-à-dire que du coup j'ai lancé un premier site avec vente et location. Là du coup j'ai dû lancer un deuxième site parce que j'ai dû changer de nom au cours de ma commercialisation, c'est pas le sujet du podcast, mais voilà. Du coup j'en ai profité aussi pour Ah, tu peux pas changer. nous faire un teasing comme ça. Ma boîte s'appelait Séculoté D'accord. et j'ai dû changer de nom parce que j'ai des problèmes avec l'INPI. D'accord, ok. Et donc maintenant je m'appelle Ça change tout. Ok.
Donc voilà. Et j'ai profité de ce changement de nom pour migrer de CMS. Alors, je sais pas, vous les geeks, allez traduire ça. Alors c'est Customer Management System. Oui, bah, En gros, c'est un outil pour faire des sites web. Ah non, je dis une bêtise, c'est Content Management System. Les CMS, c'est un outil pour faire simplement des sites web sans utiliser trop de code, donc sans coder la solution. Et donc, c'est ton site marchand où tu as changé de solution, d'outil pour le sortir. D'abord, tu étais sur WordPress, qui est un de ces outils, et maintenant, tu es passé sur Shopify, c'est ça? Love it. Vous ne voyez pas, mais je fais des cœurs. Shopify à fond, les gars, si vous y connaissez pas. Moi, du coup, j'aimerais revenir 6-7 mois en arrière, quand tu as commencé WordPress. Tu connaissais rien du tout. Rien du tout. À comment on fait un site, comment on l'héberge, comment tu as appris tout ça? Eh ben, merci YouTube. L'école de la vie. Ouais. Alors complètement, parce que vraiment je m'y connaissais pas du tout. Grâce à mon incubateur, j'ai su, parce que vraiment je pars de rien, hein, donc j'ai su qu'il fallait que j'achète d'abord un nom de domaine. D'accord. Donc j'ai acheté mon www.seculoté.fr. À l'époque, donc. Ça, voilà, à l'époque, c'est ça un nom de domaine. Ensuite, du coup, j'ai acheté un truc sur WordPress, je ne vais pas compliquer les choses, mais voilà, j'ai acheté un truc sur ton outil, ton CMS, ton outil qui t'a permis de faire ton site. Voilà, tu as acheté ce qu'on appelle un thème, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai acheté un thème et ensuite, une fois dans le thème, j'ai regardé des vidéos YouTube pour savoir comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. T'as fait la même chose sur Shopify, là, récemment? Mais alors c'est beaucoup plus simple. Ah, mais 20 000 fois plus simple. C'est vraiment, je suis très fière de moi d'être arrivée à faire un site sur WordPress. Mais quand je vois le rendu entre mon WordPress et mon Shopify, ça n'a juste rien à voir. Et en plus de ça, en termes de facilité, ça n'a juste rien à voir également. Et donc du coup, vraiment, quand on ne s'y connaît pas, même si c'est important pour moi dans cette aventure entrepreneuriale d'apprendre beaucoup et de faire par moi-même. C'est un peu ce qu'est un entrepreneur finalement. Ça apprend au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, depuis que je me suis mis à l'entrepreneuriat, j'apprends justement, merci YouTube, tu le disais, moi un grand love à YouTube, c'est-à-dire que je passe, ou j'ai passé en tout cas mes journées à voir des tutos et à apprendre alors ce qui est la photo, ce qui est pour moi le codage, parce qu'on est passé, nous on a fait un pivot de technologie, on est passé sur Flutter. Et du coup, ça me tenait à cœur de revenir sur cette notion de YouTube et de comment le savoir, la distance avec le savoir, s'est rétrécie en quelques années, et savoir ce que tu penses justement d'apprendre sur Internet. Est-ce que c'est très important maintenant? Et dans ces cas-là, de faire un comparatif avec tes études supérieures peut-être, savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Et tu nous diras aussi, Loïc, ça m'intéresse aussi de savoir. Alors, deux choses très importantes, c'est que déjà, ça fait donc 1 an et demi que je suis dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai, j'ai plus appris en 1 an et demi qu'en 6 ans de droit, 18 années d'études primaires, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, 6 ans de droit, donc j'ai fait quand même 6 ans d'études post-bac, et j'ai, je sais pas, 7 ans de travail professionnel, et j'ai plus appris en 1 an et demi. Mais j'ai plus appris, mais fois 100. Et je me suis aussi rendu compte en faisant ça et en écoutant des podcasts, parce que je suis vachement intéressée du coup par cette nouvelle école qu'on a à disposition, donc les podcasts. C'est aussi un peu pour ça qu'on en fait, parce que moi j'écoute aussi beaucoup de podcasts et ça m'intéresse beaucoup, et le fait est qu'on fait ce podcast justement pour découvrir et expérimenter un peu plus. Mais c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant et que je vous soutiens complètement dans cette démarche. Et les podcasts, YouTube, les formations en ligne, moi je suis en train d'en faire une avec Germinal, c'est juste génialissime. Sur le copywriting, c'est ça? Alors surtout, c'est sur le growth de manière générale. Okay. Donc le le copywriting, c'est la façon d'écrire, on va dire, des posts. De vendre par les mots. Ouais, de vendre par les mots, mais sur Internet, plus sur les réseaux. Oui, surtout, voilà, parce que on va pas écrire des flyers ou des trucs comme ça. C'est vraiment. Ils font des landings aussi. Enfin, oui, c'est plus ciblé Internet. C'est plus ciblé Internet, et c'est vraiment, il y a vraiment une nouvelle mouvance qui est aujourd'hui d'essayer d'être le plus honnête possible, et puis essayer de pas écrire comme on parle, peut-être pas, mais s'approcher de ça. Non, t'en penses quoi de ça? Je trouve que c'est hyper important. J'ai appris plein de choses sur effectivement toute cette notion de copywriting, notamment grâce à Clubhouse, puisque Clubhouse, donc, c'est ce nouveau réseau social. Ouais.
auquel tu ne peux pas aller. Parce que tu pour n'as les pas d'iPhone. auditeurs, on en parlait un tout petit peu juste avant le podcast. On a 2 personnes qui sont chez Apple. Alors, il n'y a pas de placement produit. Hein. Et Enfin, un, hélas, qui est chez Android. J'étais chez Apple il y a 2 semaines quand Clubhouse est sorti. pas est sorti parce qu'il est sorti il y a un an, mais est venu, on va dire, à beaucoup nos arrivé en oreilles. France. Et j'ai mon associé Loïc qui m'a dit j'ai une invitation. Et moi, j'ai Et c'est trop bien. mon portable, mon Apple 6S a rendu l'âme 2 jours avant, donc je suis dégoûté. Je suis sur Android. C'est pas le sujet du podcast, mais voilà. Donc Clubhouse, c'est une nouvelle app qui te permet en gros d'avoir des contenus audio en live, en direct. C'est comme de la radio quasiment, Alors, mais sauf sur une appli avec des topics, des sujets que tu peux aller voir. C'est moi, ça je pondérais un tout petit peu la chose dans le sens où, Je sais pas, je contrairement l'ai à pas la radio, utilisé, oui, hein. alors c'est pour ça, je trouvais ça assez drôle que le seul qui en parle soit celui qui l'utilise pas. Mais je me permets juste de pondérer un peu, c'est que contrairement à une émission de radio, et c'est là où il y a la plus-value de Clubhouse, c'est que finalement, on peut échanger avec les personnes qui sont en train de s'exprimer. Et c'est là où ça fait toute la différence. Oui, tu peux lever la main, c'est vrai. Et on se retrouve à parler avec l'intervenant ou Mais les intervenants. Là où les radios, il pouvait y avoir un auditeur qui appelait, mais effectivement, on prenait pas tous les auditeurs. Et puis il n'y avait pas d'émulation comme Ouais. il y a actuellement. Ouais, là il y a une grosse émulation autour de et des superbes rencontres à faire. Bon, de on cette va pas appli. faire la publicité de C'est Clubhouse. vrai. Donc du coup, on revient sur la formation et donc sur le copywriting en particulier. Après, Et on sur le reviendra. fait de manière générale que en fait aujourd'hui on a tout un savoir qui est à notre disposition Ouais. et qu'en fait c'est génial. Moi j'ai appris à faire ma boîte, enfin j'apprends au fur et à mesure à faire ma boîte comme ça et je me suis rendu compte du coup que mes filles donc dans 16 ans C'est là où j'allais en venir. je suis quasiment sûre qu'elles n'iront pas, enfin qu'elles ne feront pas d'études supérieures, donc je me dis chouette. D'ailleurs, Déjà, j'ai pas parce que économisé. Déjà, Dans le parce milieu que c'est anglo-saxon, cher. Je suis d'accord. Pour l'instant, on est très dans le diplôme en France. On va voir ce que ça donne. Mais en effet, je suis comme Oui, toi. mais en Je fait, pense me que ça dis, évolue dans énormément à ce ce niveau-là. Du coup, je me dis, c'est le seul frein aujourd'hui en France. Ça serait cette notion de, on a besoin d'avoir le diplôme pour faire le métier derrière. Mais je me dis, dans 16 ans, ça aura complètement évolué. C'est sûr. T'imagines, il y a 16 ans. Même aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Mais je suis tout à fait Quand on d'accord. voit, alors nous, Les parce nouvelles qu'aussi, écoles qui se lancent. parce qu'on baigne aussi maintenant, C'est ça fait, on va dire, 1 an qu'on écoute beaucoup de contenu, qu'on est dans des incubateurs. Pour toi, d'ailleurs, je crois que Je commence la semaine prochaine. Mon tu as nouvel une grande incubateur. nouvelle, non? Exactement, je l'annonce ici en priorité. Vous avez l'exclu. Ah. Je ne l'ai pas encore annoncé sur mes réseaux. Je commence un nouvel incubateur donc jeudi prochain avec cérémonie de lancement à l'EM Lyon. Donc c'est pas l'incubateur de l'EM, mais c'est entrepreneur dans la ville. Mais voilà, je vais avoir plein de choses qui vont se passer en partenariat avec l'EM. Donc c'est génialissime, c'est un programme qui est financé par la région et c'est franchement génialissime d'avoir pu intégrer cet incubateur. Il va vraiment me permettre d'itérer sur mon projet, de tester de nouvelles choses pour vraiment trouver le business model parce que mine de rien je commence à avoir super peur parce que c'est dans 9 mois que mes allocations chômage s'arrêtent. Bien sûr. Pôle emploi, le meilleur ami de l'entrepreneur. Exactement. On peut dire juste 2 mots là-dessus d'ailleurs. Parce que effectivement, Pôle Emploi, il y en a beaucoup peut-être qui pensent que on profite de Pôle Emploi et on fait rien. Faut savoir que Pôle Emploi, effectivement, il y en a un qui le disait, c'est quasiment la première levée de fonds qu'on fait quand on est entrepreneur. Alors levée de fonds entre guillemets, mais c'est-à-dire que ça permet à beaucoup de boîtes et des boîtes qui marchent, plein de boîtes qui marchent plus. Mais des boîtes qui marchent et qui font des salariés, qui embauchent, qui font du chiffre d'affaires. Et ça a permis à beaucoup d'entrepreneurs de commencer à entreprendre grâce à Pôle emploi. Bah, ça lève juste la question de qu'est-ce que je mange demain, comment je paye mon toit à la fin du mois. Exactement. Alors, je suis complètement d'accord. En plus, au départ, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'avais un peu l'impression de profiter du système. Et en fait, je me suis juste rendu compte Complètement. qu'en fait, On culpabilise un peu au début. Ouais. complètement. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il m'aide juste, il me donne les moyens de pouvoir créer un emploi et donc de pouvoir ne plus être au chômage. Donc en fait, je trouve ça super. Par contre, le côté, on va dire, entre guillemets, négatif de ça, c'est qu'aussi, je crois fortement au fait que c'est de la contrainte que naît la créativité. Et qu'en fait, je commence aussi un peu à me dire, merde, Il faut que je me bouge. Merde, là, en fait, dans 9 mois, j'ai plus d'allocation. J'ai plus rien. Et 9 mois, quand en plus on est maman de 2 petites filles, ça passe très vite. Donc du coup, là, il faut vraiment que je me bouge. Donc je commence à faire des choses que je ne faisais pas avant parce que justement, j'avais vision très loin parce que j'avais mes allocations chômage qui allaient durer pendant un petit moment. Donc du coup, voilà, je me dis c'est pas plus mal que j'ai commencé à avoir peur par rapport à tout ça. Du coup, juste pour revenir
à la formation était filles, tu disais que les filles, tu n'allais peut-être pas forcément les mettre dans une école supérieure. Et plutôt, tu les encouragerais Mon mari à va faire me quoi, tuer du quand coup il va entendre ce podcast. C'est possible. Je rigole. Il me soutient et je commence à mettre mes filles au turbin. On a eu la discussion et il me dit non mais pourquoi tu dis ça, mais non mais oui en fait non mais dans l'idée Dans moi, l'idée, je dans me dis, le paradigme en fait. je préfère leur donner plutôt que de leur payer 5 ans d'école de commerce à 10 000 € l'année. Je préfère leur donner 50 000 € et leur dire, enfin si je peux, hein, bien évidemment, achetez-moi des couches les gars. Si je peux, je préfère leur donner 50 000 € et leur dire, monte un business et tu vas apprendre tellement plus. Ou même, je te donne 5 000 € et va faire le tour du monde. Ou même, en fait, je te donne rien, mais en fait, va faire le tour du monde, découvre la vie par toi-même parce qu'en fait, tu vas tellement plus apprendre. J'ai fait 6 ans de droit, 6 ans d'études. Je suis carrément d'accord. Moi, en plus, j'ai fait des études où on a un stage en fin de 5e année. On passe quand même 5 ans en France dans une fac où on ne met pas un pied dans l'entreprise. Que de la théorie, quoi. Ce n'est que de la théorie. C'est vraiment que de la théorie. C'est-à-dire que j'ai le nez dans un bouquin, dans un code, ce qu'on appelle un code civil, code pénal, exactement. Oui, parce que pour moi, le code, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. J'ai le nez dans mon code toute la journée et je fais pas de pratique. On n'a même pas de. On a un client qui arrive et voilà. C'est très abstrait au final. Complètement abstrait. On a 2-3 choses qu'ils appellent des cas pratiques, mais clairement. Après, je pense aussi que les écoles vont s'adapter à ça. On voit le cas avec le MIT où on va pas forcément payer les cours, on va payer le droit d'accès à l'examen à la fin. Voilà. Où là, les écoles s'adaptent à cette logique-là. Moi, j'ai fait un bac plus 5 juste pour dire j'ai le niveau bac plus 5. Exactement. Et je prétends au final, les 2 dernières années, ça m'a pas du tout intéressé. Parce que justement, moi, j'ai fait une école de commerce dans les dernières années parce que j'avais envie d'être entrepreneur et de pouvoir monter une boîte. Donc, je voulais voir tout ce qui était gestion. Honnêtement, ce que j'ai appris là-bas, à la fin, c'était vraiment pour avoir le diplôme que je suis resté, quoi. Alors, je reviens juste sur cette partie formation, auto-formation même, je l'appellerais comme ça. En effet, on peut tout trouver sur Internet. Et justement, c'est bien ça le problème aussi. Comment tu arrives à identifier pour toi, tiens, je fais telle formation plutôt que celle-ci, je suis tel influenceur ou tel podcasteur plutôt que celui-ci. Finalement, comment tu arrives à te dire, je trouve la bonne information et je trouve une information qui est fiable et qui va m'être utile? Alors au début, je dirais que je marche à l'instinct. C'est-à-dire que j'ai découvert, notamment grâce à mon cousin, un podcast qui s'appelle Le Manal Show. D'ailleurs, le Manal Show, c'est ce podcast d'aujourd'hui est très inspiré du podcast Le Manal Show. Donc, si vous retrouvez des similarités, c'est normal. On commence et on va essayer de trouver sa patte après. Mais je vous invite en tout cas à aller l'écouter si vous ne le connaissez pas. C'est très intéressant. Mais complètement, c'est-à-dire que moi, dès que j'écoute ce podcast, je me dis, la nana, elle est hyper dynamique, ça me parle complètement, et donc j'adhère totalement à son type de podcast. Et puis ça te fout la pêche, je sais pas. Complètement, elle a un truc, et donc du coup... Et comme elle le dit, elle aide, c'est un podcast inspirant, où elle interroge des personnes pour elle inspirantes, des personnalités inspirantes, pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est vraiment sa catchphrase. Donc sa phrase d'accroche et je trouve que c'est vraiment ça quand tu écoutes ce podcast, tu as envie de le faire et en même temps ça répond quelquefois à des interrogations. Ouais, complètement. Et je trouve que du coup, pour revenir à la question, c'était de dire que je marche à l'instinct. Je prends les choses qui me parlent et après... La question c'était comment trouver les bons contenus et voilà. ce qui va te servir surtout. C'est ça. Et ce qui marche pas mal, je trouve aussi du coup, c'est le bouche à oreille. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que clairement, Germinal, la formation que je suis en train de faire sur Germinal qui s'appelle l'Antichambre, qui est juste génialissime, c'est une nana de mon ancien incubateur qui me l'a recommandé. Et moi, je le recommande à qui veut bien l'entendre parce que franchement, je trouve que le contenu est extraordinaire. Donc voilà, je marche à l'instinct et je marche aux recommandations. Alors, par exemple, moi pour Germinal, j'ai découvert, tu m'en avais parlé, mais j'avais découvert avant par des recommandations YouTube. Je suis allé comme je consomme beaucoup de contenu sur YouTube lié à l'entrepreneuriat, forcément, il y a eu des recommandations YouTube sur un mec de Germinal, je crois que c'était Grégoire Gambato qui passait dans un autre podcast. Et puis comme j'avais regardé c'était peut-être un podcast ou un truc comme ça, comme j'avais regardé le podcast avec Grégoire Gambato, ça m'a amené sur Germinal. Et là, j'ai pu voir le contenu qu'il faisait et effectivement très intéressant, notamment sur le copywriting, c'est ce qu'on disait, mais pas que. Mais pas que.
Mais pas que. Clairement, un contenu de fou. Et je rebondis sur un autre point parce qu'on est quand même sur un podcast sur l'entrepreneuriat à la base et il y a plusieurs enjeux pour l'entrepreneur. Il y a je me lance et tu as évoqué le deuxième sujet et je trouve qu'on ne s'est pas assez arrêté dessus, c'est le pivot. Parce que le pivot, c'est pas toujours évident. Juste rappelle aux gens ce que c'est un pivot. Alors le pivot, comme dirait Oussama Hamar, il y a deux types de pivots. Il y a le pivot à la française où on fait un petit détour et il y a le pivot à l'anglo-saxonne où là on fait un 360 et on tombe sur nos pattes plus ou moins difficilement. L'objectif d'un pivot, c'est finalement de repenser complètement sa stratégie ou son produit ou une des fonctionnalités premières et finalement de se dire bah tiens, j'étais parti pour lancer ça, je me rends compte que je vais pas avoir de product market fit. Alors pour le dire, je repense encore à la maman de Camille. Voilà, explique à ma maman s'il te plaît. Un joint entre ce que je veux proposer, ce que j'offre et ce que le marché a besoin. Donc finalement, comment j'arrive à rencontrer les deux? Et le pivot, c'est un peu la solution quand on se dit peut-être que je ne vais pas atteindre mon objectif, mais par contre c'est toujours dur à faire. Nous on a fait un petit pivot, on a dû mettre de côté une partie du travail effectué. Alors, une grosse partie du travail. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on en parlera bientôt. C'est parfois un petit peu dur pour l'entrepreneur de se dire finalement je suis capable de me remettre en question et je dois faire abstraction du fait que j'ai fait des efforts par le passé. Est-ce que pour toi ça n'a pas été trop dur? Et surtout, quelle a été la source de motivation première pour ton pivot? Alors très bonne question, parce qu'en plus c'est très intéressant justement du point de vue de l'entrepreneur et du point de vue du monde extérieur. Oui. Où les gens du point de vue extérieur ils ont peut-être un peu du mal à comprendre qu'un pivot se fasse en plein milieu d'une boîte. Mais tu changes complètement, mais pourquoi tu fais ça? Quelle folie, tu refais une boîte. Mais non mais c'est ça, alors qu'en fait là, en fait juste maintenant je propose aussi des pyjamas pour enfants sur mon truc. C'est pas non plus un pivot de dingue. Oui, oui mais le fait de passer du B2B au B2C, c'est déjà quand même en termes de stratégie, de communication, de posture, c'est quand même assez important. Voilà, ça à la base, pourquoi j'ai écarté le B2B? Clairement parce que j'ai vu que j'arrivais pas à proposer le service de la location lavage à un prix qui était intéressant. D'accord. Qui était compétitif. Donc ça, voilà, c'était très rationnel pour en revenir au disque. Oui. C'était très bleu, voilà, c'est rationnel comme décision, parce que je sais plus à combien j'étais, mais j'étais à des tarifs qui étaient x10, je pense. Pour un produit équivalent? Pour un produit équivalent entre couches jetables et couches lavables, j'étais sur du x10, donc c'était pas possible de proposer ça aux crèches comme service. Après, je suis partie sur le B2C. Voilà, surtout avec une vision phare sur la location. La location, là, clairement, ce que je disais, c'est qu'il y a un côté compliqué avec le service après-vente, avec la logistique, qui prend beaucoup de temps. Oui. Donc, du coup, finalement, je me dis que je veux toujours démocratiser la couche lavable, mais je vais essayer de la démocratiser par d'autres biais que la location, et des biais qui ne sont pas forcément encore levés. Et donc, du coup, je suis en train de mettre en place un système de box. D'accord. Avec le fait de dire j'allie un produit d'utilisation massive par les parents de jeunes enfants avec une couche lavable. Et donc j'ai fait par exemple la Summer Box. Okay. Je t'invite bien évidemment à prendre ta Summer Box pour cet été, où tu as un t-shirt anti-UV et une couche lavable de maillot de bain. Parce que tous les parents de jeunes enfants achètent des t-shirts anti-UV pour leurs enfants. Et donc, pourquoi pas, du coup, tu prends l'ensemble et tu as une couche lavable avec. Et donc, du coup, sur ce principe-là, j'ai fait la Night Box, qui est la box avec un pyjama et une couche lavable de nuit. J'ai fait quoi? Je me souviens même plus. J'ai fait la Premium Box, mais ça, c'est avec des couches lavables qui sont prêtes à l'emploi parce que voilà, les couches lavables, il faut les laver plusieurs fois avant de pouvoir les utiliser. Ça peut être contraignant et ça peut être un des freins. Donc, j'essaye de lever ce frein. Enfin, voilà, j'essaye de trouver un peu toutes les manières de lever les freins des gens pour qu'ils utilisent le plus possible les couches lavables. Donc sans rentrer dans le détail de ta segmentation, si je comprends bien, l'objectif premier, c'est les futurs nouveaux parents. Oui. Exactement, ok. Complètement les parents de jeunes enfants, les parents des enfants de 0 à 3 ans. D'accord. Âge de la propreté. Et du coup, ça en vient à ma question, comment tu communiques pour attirer ces nouveaux parents? C'est quoi ta stratégie d'affaires, mais... C'est quoi ta stratégie d'acquisition? Ma stratégie d'acquisition... Il me semble que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Pas les réseaux sociaux quand même, j'ai 30 ans, j'ai pas non plus 50 ans, mais j'ai découvert le fait que je pouvais acquérir de nouveaux clients grâce à Instagram, clairement. D'accord. N'hésitez pas à m'y rejoindre, d'ailleurs, ça change tout attaché. Et donc du coup, en allant justement liker des photos, commenter le hashtag couche lavable, qui est mon hashtag phare pour ma boîte, ça m'a permis de trouver des clients. Le problème, c'est que pour le moment, mes clients, je les trouve un peu tous comme ça à la main.
C'est-à-dire que c'est je réponds en allant piocher. un peu, voilà. Mais t'as quand même, pour toi, les réseaux sociaux, je crois que c'est hyper important. Tu as quand même une stratégie très claire sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas? Alors, tu trouves que j'ai une stratégie très claire sur les réseaux? Bah, tu m'as un peu parlé de, il faut faire tant de stories par jour, Oui, ou alors, par tant contre, de posts effectivement. par jour, par semaine, ou des choses comme ça. C'est Alors, des choses que tu suis. Chose que je suis pas tout, en tout cas sur le feed, je le fais pas assez, sur les posts photos, je les fais pas assez, mais effectivement, il faut avoir un feed qui est harmonieux. Ouais. Donc ça, c'est ce Oui, que tu le travailles beaucoup, ton feed. je le travaille Allez beaucoup. voir, ça change tout sur Instagram. Vous allez voir, il y a un feed qui est assez harmonieux. Ouais. Mais du coup, justement, à trop vouloir le travailler, du coup, j'en perds un peu la spontanéité. Et D'accord. donc, du coup, c'est vrai que là, j'ai pas posté depuis un moment. Ce que j'essaie de faire très régulièrement, c'est les stories. Ouais. Et donc, du coup, Et donc, d'ailleurs, tu avais une vraie stratégie sur les stories ou pas du tout? Tu postes si quoi? l'idée, c'est Ouais. vraiment d'essayer de poster au minimum 3 stories par jour pour toujours D'accord. essayer, parce que finalement, les stories, c'est beaucoup plus vu que Ouais, bien que sûr, ouais. les posts. Donc, du coup, je mets beaucoup plus de contenu en story. Et puis, comme en fait, c'est beaucoup plus direct, je perds beaucoup moins de temps à le faire. Au départ, je faisais juste des stories sur les choses, je montrais mes filles. Je montrais des choses que je faisais dans l'entrepreneuriat, mais je me montrais pas moi. Et D'accord. c'est toi, Camille, mon cher cousin, qui m'a donné le déclic. Bah, je d'y pense aller. pas que, mais oui, effectivement, on a fait une première story Mais où au final- on a été en face cam. Et effectivement, je crois que ça t'a donné envie. Et t'en fais beaucoup. Et En fait, au final, t'en as fait une, et moi, j'en ai fait 150 de plus. c'est ça. Parce que nous, Tu m'as dit de Mais me alors, lancer, Camille mais au était final, très t'en auras malin. fait qu'une. C'est qu'il m'a refilé le bébé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est moi qui ai fait les pascals après. effectivement, C'est une super bonne moi- idée, mais moi- c'est pas moi qui le fais. effectivement, j'étais un peu filou. J'ai dit, regarde comment on fait. Et après, je lui dis, c'est toi qui vas le faire, maintenant. Non, on va en refaire plus. Mais nous, là, on est très, très focus sur toute la partie développement. Et du coup, on a une publication par semaine. Nous, pour l'instant, on se limite à ça, justement pour pas que ça nous prenne trop de temps sur la partie Ça développement. peut Parce être que, extrêmement chronophage. ouais, parce je que pense, ouais. Tu publies 5 stories par jour, mais c'est bête, mais j'ai juste un peu plus de 600 followers actuellement. Ouais. Mais sur ces 600 personnes, j'ai peut-être 10-15 personnes qui réagissent régulièrement à mes stories. Et comme je suis sur une approche de proximité, je réponds, je like leurs commentaires, je réponds, j'échange avec eux, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit une communauté fidèle. Et C'est très dur de construire une communauté. c'est hyper dur. Et tous les gens, galère. tous les gens qui sont sur YouTube ou qui ont déjà une communauté disent le plus difficile, c'est de la construire. Une fois que tu as 3000, 5000, 10 000, il commence à y avoir un effet rien que de l'algorithme. Exactement. Et du coup, Exponentiel, oui, tout à fait. mais au début, c'est très dur. Petite question, alors question un peu technique, mais qui va intéresser toutes les personnes qui sont sur Instagram et qui veulent lancer leur business. On a plein de profils possibles sur Instagram. Est-ce que toi, tu as choisi un profil créateur, un profil professionnel, ou est-ce que tu es resté sur le profil standard d'Insta? Alors, moi, j'évolue au gré de l'option musique. D'accord, Je oui. m'explique. Tu as changé il n'y a pas longtemps, hein, c'est ça, non? J'ai changé plusieurs fois. En fait, Ah, je suis t'as changé passée plusieurs au mois de juillet, quand je lance mon site, je passe mon profil en mode pro. C'est-à-dire que grâce à ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'il faut savoir ce que ça apporte. Ça t'apporte tes statistiques. Tu peux voir les posts, combien de vues il y a eu, combien de likes il y a eu, à quelle heure ton audience se connecte la journée pour savoir à quelle heure tu dois poster, etc. Tu peux aussi promouvoir tes produits. C'est-à-dire que tu peux mettre un lien directement sur ta photo de ton produit. Il n'a plus qu'à cliquer et hop, ça l'emmène sur ton site. Donc, ça crée moins d'étapes pour acheter. Donc, du coup, ça favorise cette acquisition client par ce biais-là. Instagram veut beaucoup le développer. Donc au début j'étais en mode professionnel, en compte pro. Ensuite j'ai changé parce en passant en compte pro on m'a enlevé la musique. Donc je suis Oui, repassée bien en sûr. mode perso. Et puis de toute façon j'étais, je crois, quand j'ai lancé j'étais enceinte de 7 mois. Donc à 8 mois, j'étais quand même déjà bien avancée. Donc du coup à 8 mois je me suis dit je vais plus promouvoir mes produits parce que de toute façon clairement ça devient un peu compliqué. Et c'est pas grave, j'ai continué à le faire à la main par contre. Mais moi c'était hyper important pour moi d'avoir les musiques en story parce que j'adore ça. À l'époque je faisais pas de face cam en plus. Oui. Donc du coup je suis repassée en mode perso. Ensuite je crois que c'est en octobre, j'ai dû quand même repasser en mode pro pour avoir les statistiques, accès aux statistiques. Et j'ai pu garder les... Enfin bref, j'essaye de faire un micmac parce que là, à nouveau, je suis passée, je crois, en compte créateur de contenu. C'est ça exactement, qui est un peu le mix entre les deux. Et voilà, pour pouvoir avoir accès au... Mais j'évolue juste au Donc fil. là, tu as accès aux musiques avec le compte Là, créateur. j'ai D'accord. accès aux musiques.
mais en fait, il faut trouver les hacks. C'est bizarre, hein. Il faut trouver ces 3 comptes, c'est un peu flou. C'est un peu flou et il faut trouver aussi toujours les petits hacks, enfin les petites astuces pour pouvoir avoir cette option Les musique. tips. Conseils. Qui est pour avoir l'option musique. Et je dis juste aussi pour la partie face caméra, parce que je trouve que c'est hyper important de s'arrêter juste 2 minutes dessus, parce que ça a été un gros pas pour moi. J'ai fait des stories pendant peut-être 6 mois sans montrer mon visage, enfin vraiment. Et en fait, juste, il y a vraiment eu la notion de se lancer. Et la première fois que je l'ai fait en direct, c'est-à-dire que j'ai fait la vidéo. C'est ce que tu nous as expliqué. Et je l'ai mise alors que j'ai fait des fautes de syntaxe. On te l'avait conseillé. Exactement. C'est le first shot, la première version qui sera la bonne. Alors que nous, c'est un grand débat parce que moi en général je suis à 40 versions avant de la poster. Ouais, nous on en a fait. Il y aura toujours, c'est comme le premier podcast, en fait il y aura toujours quelque chose à revoir. Tu seras jamais sûr. content. Et donc en fait c'est de se dire il y a des fautes et en fait les gens ils sont aussi, moi je suis vachement sensible à ça, c'est on veut du vrai. Bien et sûr. en fait je me suis dit les gens vont être sensibles à ça. Écoute, en plus la première fois que j'ai fait une story, j'étais clairement, c'était le jour de l'anniversaire de 2 ans de ma fille, j'avais pleuré toute la matinée en me disant elle a déjà 2 ans, c'est fou. Donc j'avais une tête de 6 pieds de long, j'étais dans le noir, il était 17h, il faisait nuit quasiment, on me voyait pas très bien. Mon frère m'a dit d'ailleurs mais ces premières stories tu l'as fait dans le noir, on ne voit pas. Oui voilà, écoute, je vais m'améliorer. J'apprends. Mais voilà, en fait l'idée c'est de se dire petit à petit. Les gens sont exigeants quand même. Complètement. C'est ouf. Ils s'habituent aux standards les plus élevés. Et c'est ça. Et on nous, prend pas compte celui qui on a démarre. une bonne anecdote là-dessus, mais on en parlera plus tard. Non, ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur cette notion justement d'honnêteté et de sincérité. Je trouve que c'est très important sur les réseaux sociaux. Et quelquefois, je trouve que Loïc, tu me corrigeras si je me trompe, mais on écrit un peu, on essaye de faire des textes quand même en postant 1 fois par semaine. Et quelquefois, j'aimerais bien mettre, voilà, là ça a été galère, on a eu tel obstacle. On a galéré, on n'a peut-être toujours pas trouvé la solution, ou on l'a peut-être trouvé, on est passé par ça. Et Loïc est plus du genre à dire non, il faut que ça soit toujours dans la positivité, toujours dans le. Il y a un vrai débat là-dessus. Ouais, c'est ça, il y a un vrai débat. Je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Ouais. On est d'accord, Loïc, par rapport à ça. Toi, t'as vraiment. Alors, je vais éviter de répondre à la place de Faustine, mais c'est juste que je pense quand même qu'il y a une pondération importante à faire entre 2 facteurs. C'est que la sincérité doit toujours être là, et ça je suis à 100% pour, mais par contre il faut être sûr de la compréhension de son message. Et il y a toujours ce doute lorsque tu penses ne pas avoir véhiculé les bonnes idées ou avoir oublié telle idée, où tu te dis, alors un peu comme un prompteur, j'aime bien organiser mes idées avant, et c'est vrai que ça a parfois un côté rassurant de se dire, tiens, je dois bien parler de ça, puis de ça, puis de ça. Bien sûr, mais sur quelques fois, je suis allé vers le, peut-être, par exemple, je te donne un exemple. Ce qu'on a fait, la crèche vivante là. Oui, tout à fait. La crèche vivante, allez voir sur Common. C'est même pas sur l'application, sur le compte Common, c'est sur mon compte parce qu'on a eu un problème avec Instagram, donc Camille de Louis. Adaptation. Et du coup, on a eu un problème. On n'a pas pu, on voulait la poster le 24 au soir, mais Instagram sur justement le compte Common nous refusait les réels à plus de 15 secondes. Ça nous limitait à 15 secondes. Ça nous a fait on a quitté le mode professionnel. Et du coup, et on est devenu créateur. Du coup, je me suis dit, comme on l'avait annoncé le 24, j'ai fait une story en mode putain les gars, je suis désolé, ça arrivera pas tout de suite, je sais pas quand ça va arriver. Un peu une story un peu dépitée, mais en disant c'est pas grave, à la fin c'est pas grave, on va essayer de vous la communiquer quand même. Et Loïc était pas très chaud parce que justement ça montrait peut-être un peu de faiblesse, un peu de vulnérabilité. Complètement, mais parce que je trouve qu'il y a effectivement ces 2 écoles sur Instagram. Il y a ceux qui montrent tout, le bon comme le mauvais, et il y a ceux qui sont là pour dire moi je viens pas sur Instagram pour avoir des mauvaises nouvelles ou pour avoir des mauvaises vibes. Enfin, ils veulent des good vibes. Tu veux dire au niveau des auditeurs, enfin au niveau des spectateurs, je sais pas comment on peut appeler ça, des viewers. Des viewers, ouais. Mais oui, effectivement. Mais des deux. Et en fait, des 2 côtés. D'accord. Côté créateur de contenu et côté abonné, en fait. Où les gens sont là pour aller voir du positif et les gens qui postent, eux, disent moi, je vais poster que du positif, j'ai pas envie de poster du négatif. Et moi, je suis plutôt je te rejoins plutôt de ce point de vue-là, toi, Camille, sur le fait que je suis vachement dans le réel parce qu'en fait, moi, je poste clairement ce que j'aurais envie de voir. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est pas une nana. Enfin,
Oui, c'est super beau, des super belles success stories à la Justine Hutto qui est avec la Maison Respire. Mais voilà, force est de constater qu'on n'est pas tous des Justine Hutto en Oui, herbe. et puis même Justine Hutto, ça se trouve, elle poste que ce qu'elle a. Certainement en plus. Tu vois, c'est tous les obstacles. Et pour nous, justement, qui commençons une boîte, ce qui est intéressant, c'est justement pas les success stories. Alors, c'est aussi intéressant, mais pas tout le succès qu'ils ont eu, mais justement les échecs. Et comme ça, on peut s'identifier à eux. À voir tous les obstacles qu'ils ont eu et dire ah bah ouais là ok je vis peut-être la même chose là. Elle s'en est sortie comme ça. Complètement. Okay. Et effectivement, je suis notamment une nana qui a monté différents shops et notamment une boîte de vêtements. Elle fabrique des vêtements en France, dans des ateliers à Paris, etc. Et elle avait posté une story avec une chanson des 911, je me rappelle plus, Redcliffe, je crois que ça s'appelle. Bref, une chanson hyper sad, hyper triste. Où elle dit que grosso modo ça va pas du tout, elle a pas du tout eu ses tissus qu'elle voulait, etc. Bref, elle était triste. Donc elle poste cette story avec cette chanson. Et à l'époque, j'étais pas du tout entrepreneur et je me suis dit c'est génial. C'est génial de nous montrer l'envers du décor. C'est génial de nous montrer que en fait c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et donc du coup, je m'étais dit le jour où je serai entrepreneur, parce que j'avais toujours cette idée en tête, et ben je posterai moi un jour. Je montrerai tout. Et voilà, et je montrerai tout, et je posterai moi aussi cette story le jour où je serai pas contente avec cette musique là. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu sais, alors je suis un peu un fan de Top Chef, mais même Top Chef montre maintenant, ça fait deux saisons. C'est surtout cette saison. C'est surtout cette saison. Les caméramans, les cadreurs. Voilà, on monte l'envers du décor. Quelquefois, tu sais, qu'ils disent moteur dans 2 minutes. Et c'est t'as l'impression d'être pris dans l'aventure. C'est très inclusif, ouais. Et ça, je crois qu'ils l'ont commencé en grande partie sur la précédente saison pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'avaient pas assez de choses à montrer à l'écran. Et donc ça permettait de rallonger du temps. Ah oui, peut-être au niveau du Covid. Ça prenait. Ouais, exactement, parce que finalement, je pense aux meilleurs pâtissiers aussi, où forcément ils avaient moins de contenu à diffuser parce que c'était plus compliqué. Ils l'ont étalé sur des semaines. Exactement, il fallait tirer les épisodes. Et donc quand tu montes l'envers du décor, ça marche bien. Ils se rendent compte que ça marche et on continue. Et puis t'es super intéressé de savoir comment ça marche, quoi. Derrière la cam, tout le monde. C'est humanise. Et on est très dans l'humain. On le retrouve depuis quelques années. Alors sans dire qu'on arrive dans quelque chose de négatif, loin de là, mais on a tendance à mettre l'humain en valeur, des fois de manière un peu trompeuse, mais l'humain est devenu bien plus important qu'il y a 5-10 ans. Complètement. J'avais une dernière question. C'est bon au niveau de l'heure ? Oui, on est bon. Je crois qu'on a carrément dépassé en vrai. Donc j'avais 2 dernières questions en vrai. Je voulais te poser la question au niveau de l'entourage parce que c'est très important au niveau des entrepreneurs. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent que mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs comprennent pas ce que je fais. J'avais un boulot plus ou moins stable, j'ai fait des études. J'ai fait 5-6 ans d'études, j'ai 2 Master 2, donc j'imagine, pour toi, j'imagine que ça doit être compliqué au niveau de peut-être même ton mari, de faire comprendre aux gens que c'est ça qui te plaît et tout, parce que moi j'ai eu la même chose, alors pas avec mon père parce qu'il est entrepreneur, mais avec ma mère, j'ai fait un gros travail dessus, et elle a fait un gros travail de son côté, donc elle est aujourd'hui super par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une grosse chance. Bravo Nathalie. Ouais. Mais pour plein d'entrepreneurs, je ne sais pas si c'est le cas Loïc aussi pour toi, ou de néo-entrepreneurs, on va dire, jusqu'à ce que tu passes un palier et que tu gagnes de l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, forcément, on te suit. Mais quand tu es dans cet entre-deux-là, tu as un entourage qui comprend pas tout à fait ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas pour toi, sans aller dans les détails, mais juste pour nous répondre? Alors je dirais complètement, parce qu'il y a 2 visions différentes et je le vois maintenant que je suis du côté de l'entrepreneur. Alors pour revenir par rapport à toi, je pense que mes proches n'étaient pas forcément déçus que je parte du monde du salariat. Dans la mesure où j'avais pas un poste qui correspondait à mes capacités, et ça tout le monde le savait. Donc en fait, c'était pas de ce point de vue-là qu'ils étaient mécontents. J'ai pas comme toi quitté un gros, enfin j'ai pas cette image de j'ai quitté un gros poste. Alors j'avais pas non plus un énorme poste. Attention. mais je comprends. J'avais un poste où j'étais pas trop mal payé. T'étais bien payé. T'avais un poste qui correspondait à tes capacités. Enfin dans complètement. Mais pour moi ça a été de la formation. Pour moi j'étais dans cette phase. Ok, je me forme. Mais toi t'as toujours été un entrepreneur dans la vie.
Bah, on verra. Non, mais en tout cas, Réponse dans 6 mois. tu l'es. Après, est-ce que ça va donner quelque chose? Bien Est-ce sûr, que on ça va verra, donner quelque chose? On verra. mais en tout cas, tu l'es. Mais donc, du coup, c'est pas vraiment de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, je vois qu'il y a vraiment un monde à part entre les personnes de mon entourage qui ne sont pas du milieu de l'entrepreneuriat et ceux qui sont du milieu de l'entrepreneuriat. Le soutien n'est pas du tout le même. Alors déjà, il faut dire aussi, pour recontextualiser, je partais dans un domaine un peu particulier qui est des couches lavables. Oui. Et donc l'anecdote, c'est quand même mon grand-père Oui. qui m'appelle, je sais pas, 2-3 semaines après que je lui ai dit que je voulais quitter mon boulot pour partir dans les couches lavables, qui m'appelle complètement atterrée, mais vraiment, Elle est énorme celle-là. pour me dire... Non mais Faustine, je peux pas me dire que ma petite fille qui a fait 5 ans d'études, enfin donc 6 ans, papy s'il te plaît, parte de son travail pour aller laver des couches des autres. Ah, ça c'est fort quand même. Et- Alors, on avait rigolé tout à l'heure parce qu'elle nous l'a fait en off juste avant le podcast et on s'est dit ah c'est dommage parce que du coup ça perd le L'authenticité. réel et l'authenticité de notre réaction. Mais effectivement, elle est vraiment très drôle cette anecdote. Donc ton papy a réagi comme ça veut dire qu'il assumait pas finalement. Non, alors en fait, il y avait quelque chose qui était plutôt attrait au milieu du coup, dans lequel je me Ouais. tournais. Parce que mon papy, pour le coup, c'est un espèce d'entrepreneur dans l'âme. Mon papy, il a monté, il était commercial, on va dire. Donc et il comprend, mais il comprend pas le choix du produit voilà, il finalement. comprenait pas trop le choix du produit. Et puis, en fait, je pense qu'ils ont peur. Ouais. Ils ont peur. Mais c'est ça, Ils c'est ont la peur, première plus réaction. plus qu'autre chose dans l'entourage, c'est qu'ils ont Mais, peur. mais ils font aussi, alors excuse-moi de te couper, mais ils font aussi, je pense qu'il y a un biais, c'est que je vais pas dire l'ancienne génération, mais quand même la génération de nos parents a vécu à peu près le plein emploi. Et le plein emploi, quand tu es salarié, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, on vit pas du tout le plein emploi. Et donc maintenant, le CDI a beaucoup moins de valeur de sécurité qu'avant. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, monter sa boîte ou être pris en CDI, bah, on sait que ça n'a pas duré des années le CDI. Et il y a plein de métiers. Alors moi, j'en suis convaincu. C'est pas le sujet de ce podcast, mais on pourra y revenir dans une autre session. Je suis convaincu qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître. Genre les comptables aujourd'hui, demain c'est fini. Il y a plein de choses qui s'automatisent vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que le CDI aujourd'hui n'a pas la même valeur de sécurité que nos parents le percevaient à leur époque. Complètement. Et du coup, eux, ils sont restés dans ce modèle-là de percevoir le CDI, c'est la sécurité, alors qu'aujourd'hui, non, finalement, monter sa boîte, c'est peut-être, en tout cas demain, peut-être pas encore aujourd'hui, mais demain, c'est peut-être ce qui va nous apporter plus de sécurité qu'un CDI. J'extrapole bien sûr, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par rapport à ce modèle qu'ont les parents et justement... Bah, complètement. Aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien, on est un peu dans cette génération Y, je crois, qu'on nous appelle. Nous, nous appelle la génération Y. Il alors- paraît qu'on n'est pas les pires. Il y a la Z qui arrive. Il paraît. Eux, ils vont tout démonter. Ingérable par les RH quand on lit. C'est Non, mais- exactement ça. C'est vrai qu'on est dans une génération aussi où on cherche tous du sens, beaucoup plus de sens. En fait, Bien nos parents, sûr. on leur disait, non, enfin, faut pas leur dire que c'était des robots, mais on leur disait de faire ça, ils faisaient leur ça. Enfin, Ouais, et ils encore, restaient- mes parents, ils sont un peu entrepreneurs quelque part. Les aussi. tiens, ils sont Mes entrepreneurs. mes parents moi, je les ai- Les tiens ont une boîte, donc c'est ça qui est. Oui, complètement. Mais du coup, je pense qu'ils comprennent pas et ils ont peur parce qu'il y a quand même cette notion d'argent qui est compliquée. Et puis cette notion d'études, j'imagine que pour eux, t'es quand même leur fille qui a fait le plus d'études. Oui, leur mais de leur il y a enfant. une notion d'échec aussi dans le sens où ils sont conscients complètement que j'avais pas le poste qui était au niveau de mes capacités. Et donc du coup, je pense que si j'avais quitté un poste, un poste comme le tien, Ça aurait été un gros poste, je sais pas, de DG. non mais si j'avais quitté un gros poste pour faire ma Ça aurait boîte, été pire. ça aurait été affreux. Ça aurait été D'accord. méga compliqué. Ok. Je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe que ça ne l'était aujourd'hui. Que ça l'a été aujourd'hui. Et du coup, Mais il y a aussi cette notion, parce que je trouve qu'il y a une vision qui est assez rigolote à voir entre les... Enfin, rigolote non, mais entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs, à titre d'anecdote. Parce que je trouve que c'est toujours sympa d'illustrer avec des anecdotes. J'ai lancé ma version 2 de mon site il y a une petite semaine. Et il y a la réaction de mon entourage classique, non-entrepreneur,
et la réaction de mon entourage dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est dingue la différence. Hein. Mais il y a un monde, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre ces deux réactions et c'est fou. C'est-à-dire que dans le milieu de mon entourage, on a, dans le meilleur des cas, on est c'est cool. Mais en fait, dans la plupart des cas, ils sont même pas allés voir en fait mon site ou alors ils sont allés checker la page principale et puis voilà. Et tu sais que moi je t'ai peut-être pas fait de retour dessus, je crois pas. Oui, merci, mais par contre, je suis allé le voir et sur web et sur le mobile. Je t'ai pas fait de retour, mais je suis allé voir si je trouvais des bugs. Et si j'ai pas forcément trouvé de bugs. Après, j'ai pas fait toutes les pages du site, mais je suis allé voir sur les deux pour voir si c'était bien responsive. Donc responsive, c'est ce qui s'adapte à tous les écrans. C'est la conception d'un site web qui peut s'adapter tant à l'écran de portable qu'à l'écran sur un ordinateur. Alors je me permets d'amener une petite précision. Alors ça c'est pour la partie technique et visuelle. Il y a un gros enjeu derrière le responsive, c'est que l'enjeu de beaucoup de sites c'est d'être visible sur Internet et que le responsive est devenu un indispensable en tout cas pour Google. Bien sûr. Parce que la plupart des achats se font via un site mobile, un téléphone mobile. Aujourd'hui, surtout en plus, j'imagine par rapport à ta cible, on est plutôt sur des gens qui ont l'habitude d'utiliser le mobile et donc forcément, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont faire leurs courses comme ça. Complètement. Nous, on a fait le choix pour Common aujourd'hui de le sortir que en mobile, que en application mobile. Oui. On verra si c'est le bon choix, mais je pense honnêtement que c'est pas un mauvais choix. Et du coup, pour revenir à cette différence de réaction, c'est que du point de vue entrepreneurial, j'ai une copine qui a monté un restaurant Mowgli à Lyon, aller y déjeuner, c'est super, et qui me laisse une note vocale, mais tellement chou, que je lui ai dit je vais la garder toute ma vie, et à chaque fois que j'aurai un mauvais un moment de donne, un moment un peu moins bien, on essaye d'éviter de faire des franglais. C'est pour ça que vous nous voyez écouter. Je crois que Bad, ma mère connaît. Hein. Elle me pratique souvent. Hein, mais... Par contre, c'est intéressant parce que c'est la vie de l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, c'est pas du tout linéaire comme le salariat. C'est-à-dire que tu es dans une logique de haut, de bas, de haut, de bas. C'est très intéressant d'y revenir. Je suis complètement d'accord. Mais effectivement, elle m'a laissé une note d'1 minute 30 où elle me dit mais ma biche, mais c'est génial. Mais ton site, on a l'impression que tu as une équipe derrière toi qui l'a fait tellement c'est fou. Entre déjà ton premier site et cette V2, c'est juste génial ce que tu as fait. Et donc, du coup, j'étais mais t'es trop sympa et tout, merci et tout, 1000 fois. Après, sur mon groupe de Lyon Startup, il y en a un qui de lui-même a mis je viens de voir ton nouveau site, il est génialissime et tout. Je fais c'est super, merci. Bon, du coup, si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour les autres. Et tout le monde m'a dit non, mais il est super, attends, je l'envoie à mon stagiaire parce que je veux qu'il prenne de l'idée et tout. Et je suis là, mais en fait, ce monde de différence de réaction, ça fait trop plaisir. Mais parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, forcément, on voit toutes les galères, on voit toute la difficulté de sortir déjà juste un site, vitrine, qui est sans e-commerce, donc sans site, c'est pas un site marchand. Juste de sortir ça, c'est quand même un petit boulot et c'est une petite pression. Et du coup, forcément... Je me permets de rajouter, surtout quand tu as Camille à côté, parce qu'il n'a pas compris le principe d'un CMS. Camille, il veut tout changer sur un CMS. Donc ça devient très compliqué. Parce que vous faites votre site sur WordPress ? Alors, c'est ce qu'on a fait, mais Camille a voulu qu'on fasse un site statique à partir de WordPress. Tu changes le code ? Ah, on s'est un peu amusé, ouais. Mais fallait, parce que du coup, tu peux pas faire les mises à jour. Bon, non, mais il s'y connaît un peu. Donc, on a trouvé des solutions, mais c'était plus de travail. Lui connaissait l'outil, moi je connaissais le code. On a essayé de rejoindre les deux parce que sur la partie thème, il y a des trucs qui me plaisaient pas du tout, surtout sur le mobile d'ailleurs. Oui. Et du coup, effectivement, on a repris un peu pas mal de choses. Je lui ai dit ça va pas. Il m'a dit quoi? Mais c'est pas fait du tout pour faire ça. J'ai passé plus de temps sur le CSS et le PHP que le content. Alors PHP, je connais pas, mais bon. Là, on a perdu tout le monde. Alors, justement, pour revenir, je trouve que c'est très intéressant de revenir sur cette notion de l'entrepreneur qui prend des coups en fait toute la journée dans sa tête. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est simplement de tendre l'autre joue et de dire c'est pas grave, on continue. Et j'en redemande. Et j'en redemande. Non, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte en montant mon site, en faisant mes commandes. En plus, mon période de Covid, il y avait tout qui prenait un retard, mais de dingue. Les fournisseurs qui pouvaient pas livrer, qui avaient plus le stock que je voulais, alors que moi j'avais une idée très précise, bien évidemment, comme tout entrepreneur. Mais j'ai dû m'adapter, comme tout entrepreneur, qui 3 jours avant, finalement, j'ai la commande arrive et c'est pas du tout ce que j'avais commandé qui est dans ma commande. Et je sors dans 3 jours mon site parce que moi, en plus, premier entrepreneur, premier lancement, je pense que quand je sors, je vais faire un lancement à la Caroline Receveur et que je vais faire exploser mon serveur. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le biais. C'est le biais de tout le monde. On pense que le lancement,
Ça va être un truc de dingue. Mais du coup, Lancement de Facebook à côté, c'était de la merde. mais du coup, ce qui est très bien, c'est que du On coup, m'attendait. de sites que j'ai lancé la semaine dernière, il y avait des photos que j'avais pas parce que j'avais pas reçu justement ma commande parce que voilà. Mais Et tu déstresses, quoi. Mais complètement. J'ai mis une petite image avec marqué il devrait y avoir une photo ici, j'en ai pas, sorry. Et Ah, du c'est coup, voilà. génial. Et en fait, non mais parce que du coup voilà, j'étais hyper décomplexée justement parce que c'était ma version 2. Donc j'imagine les gars qu'à ma version 10, il y aura rien sur le site. Juste le prix. avec Ceci la cage à devait être un site. Désolé, on l'a pas. C'est bien artistique. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve que c'est. On le souligne beaucoup dans les podcasts, mais c'est bien de le répéter parce que c'est vraiment ça, en tout cas, moi. Démystifier la galère, finalement. Complètement. Et il faut itérer, recommencer, et on trouve toujours des solutions. Et finalement, c'est peut-être ça, le boulot de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions. Parce que des problèmes, il y en a tous les jours. Des galères, il y en a tout le temps. Et il faut trouver des solutions, trouver des solutions, trouver des solutions. Et moi, au final, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. C'est clair. On résout les problèmes. C'est ça. Ce qui m'amène à ma dernière question. Du coup, quels sont tes objectifs pour Ça Change Tout? Est-ce que tu en as des précis? Est-ce que tu sais si dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans tu veux atteindre un stade? Ou aujourd'hui tu dis en fait j'avais prévu des trucs dans ma tête il y a 1 an et ça se passe tellement pas comme on le prévoit, et en même temps il y a beaucoup d'improvisation, et donc je peux pas te dire, je peux pas te répondre. Est-ce que tu as des objectifs ou pas, en gros? Alors, même chiffrés, tu peux avoir des objectifs chiffrés? je devrais, mais non, je suis jaune, je suis pas bleue. Ouais. Non, et puis en plus, c'est surtout que j'ai appris. J'ai lancé mon premier site en juillet, j'ai lancé là mon deuxième site. On a l'impression que j'ai 15 business en même temps, mais c'est juste le même business que j'ai refait. C'est assez fou quand même. T'as fait 2 sites En moins de 6 mois. Du coup, j'ai fait accoucher 3 fois, du coup, parce que j'ai ma fille aussi, ma deuxième fille au milieu. Ta deuxième fille. Plus Plus ta première, donc ça fait 4. 4 accouchements en 22 ans. Ça fait beaucoup. Donc, oui, ça fait beaucoup. Mais effectivement, je devrais avoir des chiffres en tête, mais voilà, en fait, je vis, j'apprends. Je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas cette notion d'objectif. Dans 5 ans, il faut que je sois là. Moi, pour le moment, je suis vraiment dans la phase je teste. C'est-à-dire que je fais mes petits pivots petit à petit. J'essaye de trouver le business model qui va faire que je fonctionne et qui va faire que je vais créer ma boîte. Pour en revenir d'un point de vue juridique, j'ai toujours pas le lancé. Je continue d'avancer en étant auto-entrepreneur, ce qui est pas hyper bon d'un point de vue business model, puisqu'en fait en ce moment, entre ce qu'on me prend pour les impôts, enfin URSSAF, c'est cotisation foncière des entreprises, plus tout ce que le Pôle emploi m'enlève, voilà, plus en fait ce que le Pôle emploi ne prend pas en compte, c'est le coût de mon stock. Forcément, Et avoir du stock, ça faut coûte cher. plus que je paye l'État pour vendre mes couches plutôt que l'inverse. Du coup, c'est un peu compliqué, mais ma vision, c'est je ne créerai pas ma boîte tant que je n'ai pas un CA qui est régulier et fixe, et donc que j'ai trouvé le business model. Aujourd'hui, tu es en auto-entrepreneuriat, c'est ça? Aujourd'hui, voilà, on appelle ça micro-entreprise maintenant aujourd'hui, et je lancerai, et j'espère que grâce à ce nouvel incubateur que j'intègre, je vais pouvoir trouver ce business model qui fasse que je fonctionne, parce que 1, je pourrais créer, mais ça à la limite, j'en ai rien à capter. 2, surtout, je pourrais me lancer. Là, j'ai toujours l'impression d'être dans une phase de transition qui est assez désagréable. J'ai pas de vrai rythme, j'ai l'impression, en tout cas. Donc du coup, l'idée c'est de trouver le business model qui fonctionne. Donc je teste. Je vais être encadrée grâce à ce nouvel incubateur qui va m'aider pour justement encadrer mon nouveau business. Et qui sait, dans 3 ans, je vendrai peut-être des pizzas. C'est possible. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un objectif de rémunération à un moment donné? Complètement. Est-ce que tu te dis... J'ai un objectif de CA à faire, par contre. Un objectif de CA? Ouais. D'accord. J'y ai pensé là il n'y a pas très longtemps. Mon objectif de CA mensuel, ce serait, et j'en suis loin, ça serait d'avoir 4 000 € de CA par mois. Ce qui me permettrait, pour parler vraiment pragmatique et transparence, de pouvoir me verser moi 1 000 € pour pouvoir payer mon prêt et un tout petit peu de choses à côté du prêt, mon prêt immobilier.
de pouvoir mettre 1000 euros dans le stock pour refaire de la trésorerie, etc. Et puis le reste pour payer le stock, et puis la vie de l'entrepreneur, les impôts, tout ça. Et puis les impôts, rien que quand tu te verses un salaire de 1000 euros, ça voilà. coûte un peu plus cher que 1000 euros pour une entreprise. Aussi, donc du coup comme voilà. on dit, l'URSSAF est le premier fossoyeur des entreprises de France. Hein. Ouais. Mais c'est impressionnant. Alors pour parler en toute transparence, on a fait quand même un petit point sur Pôle emploi qui était le premier financeur, maintenant l'URSSAF le premier fossoyeur. c'est assez impressionnant parce que Les vases communicants. Dans mon cas, moi, ils ne prennent pas en considération le fait que je suis sur un produit que je ne crée pas, donc que j'ai un coût de stock. Et donc, bien sûr, coup, mais c'est la différence quand tu crées une micro-entreprise, ça veut dire, c'est rentable si tu fais du service. Si tu fais du produit, si tu fais de la revente, on va dire, de produits, c'est pas rentable du tout parce que tu payes quelque chose qu'ils ne prennent pas en compte. Complètement. Mais effectivement, c'est un gros. Ils prennent quand même un gros montant, 12% quand même de ce que tu gagnes. C'est pas si cher en micro-entreprise. Hein. Non, mais c'est une vraie question. Hein. Je pourrais complètement créer bien aujourd'hui. sûr. En plus, je paierais 20% de TVA en moins et tout. Mais il faut savoir aussi qu'à partir du moment où tu crées ton entreprise, l'exercice l'exercice comptable commence. Et que du coup, tu es jugé quand même sur ce premier exercice comptable assez rapidement. Donc, du coup, il faut quand même avoir trouvé un business model. Aujourd'hui, j'ai pas du tout un business model qui est stable et régulier pour le lancer, à mon sens. Mais c'est ma vision. Et donc, cet objectif de 4000 euros, tu as une date à peu près ou c'est un objectif, c'est peut-être la fin de ton pôle emploi, exactement, j'imagine. L'idéal, janvier 2022, je fais 4000 euros de CA, donc de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires par mois. D'accord. Et si on va dans un truc, par exemple sur pas mal de podcasts, moi j'ai entendu, moi j'avais un chiffre en tête de rémunération, de gagner de l'argent dans une vie par exemple, j'avais un chiffre en tête, je voulais l'atteindre. Alors l'exemple du podcast c'était 5 millions d'euros. Est-ce que tu as quelque chose comme ça ou un chiffre que tu te dis si j'ai atteint ça en Alors, rémunération. juste pour préciser pour les auditeurs, parce que je suis pas sûr d'avoir compris moi-même, est-ce que 5 millions d'euros c'est le CA de la boîte? Non. Ou est-ce que c'est le patrimoine de la personne qui a fondé la boîte? C'est le patrimoine de la personne. D'accord, un peu ambitieux déjà. C'est ambitieux. J'écoute des podcasts avec des personnes qui étaient quand même. Non mais c'est très bien, non mais c'est bien. Écoute, j'ai entendu l'autre fois où Oussama Ammar dire son salaire, tu le sais du coup, à mon avis. Ouais, c'est un truc comme 250 ou 300. Entre 450 et 500 000 euros par an. Ça a dû encore évoluer. Ouais. Alors juste pour précision, normalement il y a une étude qui dit que le bonheur financier s'atteint à 7500 euros mensuels. Alors j'ai entendu 6 000 euros avant-hier et 4 000 euros il y a 6 mois. Donc, alors 4 000 euros à mon avis, il n'avait pas les moyens. On est dans un mouchoir de poche. Mais en salaire net. Hein, oui, on est bien d'accord. Oui. Alors, je me suis jamais posé cette question, donc j'ai pas forcément de réponse, mais écoute, a priori, je vais me fixer à 7 500 euros. C'est convenable. Ça commence à être pas mal. Hein. Je vous rappelle que je touche 700 balles par mois en ce moment. 7 500 euros par mois, ouais. On peut même payer la grande école des enfants. Non, mais en fait, l'idée, plutôt peut-être d'ailleurs, ça paraît très philosophique, mais c'est vrai, mais plutôt que l'idée d'atteindre un chiffre, c'est l'idée d'atteindre une tranquillité. Et c'est ce que d'ailleurs Oussama disait dans son podcast quand il dévoilait ce chiffre d'affaires. Il disait, la nana, d'ailleurs, le Manal Show. Le Manal, ouais, Manal, elle s'appelle Manal. Manal, voilà. Lui disait, qu'est-ce que l'argent t'a apporté ? Et il a répondu que la tranquillité. Le fait de ne plus avoir à se poser de questions. Et moi, c'est, en plus, on s'en doute, mais maman de 2 jeunes enfants, j'ai donc 2 petites filles à faire garder en même temps. La double garde, c'est une sacrée dépense qui pèse quasiment entièrement que sur mon conjoint du coup aujourd'hui. Mais du coup, il faut se dire qu'aujourd'hui, la moindre dépense qu'on fait dans notre quotidien, elle doit être mesurée. Elle doit être mesurée, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se poser la question de est-ce qu'on peut se permettre de faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on... Allez, bon, ce soir, on se fait des sushis ? Oui, non, bon, allez. On a un truc à fêter. Ouais, oui, t'as dépassé les 6. C'est la tranquillité de plus regarder ton compte, de dire si on a envie de quelque chose, on le fait. Et puis aussi la tranquillité au quotidien de te dire je peux tenter des trucs, c'est pas grave. Complètement. Et puis je pense même que ça va au-delà de ça en ce moment. On a une période de Covid, l'incertitude est encore plus grande. Finalement, c'est là où on voit que les Français ont beaucoup épargné pendant cette année. Tu essayes aussi de te dire comment je projette demain. Tu ne projettes plus qu'aujourd'hui. Tu as aussi cette réflexion de te dire tiens, je suis obligé d'envisager demain dès maintenant. Complètement.
surtout en tant que parent. Enfin, je pense que c'est là où on se rejoint. On a toujours besoin d'anticiper effectivement le demain quand on a notamment deux jeunes enfants, qu'il y a l'école qui va commencer. Mais ça, à la limite, on a hâte puisqu'on n'aura plus à payer une nounou à temps plein. Bien que j'adore ma nounou. Moi, je suis dans la team crèche. Ah oui, mais moi, je n'ai pas de place. Ah, moi non plus. Micro-entreprise. D'accord. Je vais vous laisser les parents. Oui, ça vous a fait plaisir, Camille. En tout cas, merci Faustine, mais ce podcast n'est pas fini. On passe aux questions rafales. Alors, c'est une série de questions auxquelles tu dois répondre. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu dois répondre de manière intuitive et instantanée, si c'est possible. Tu peux prendre quand même 2-3 secondes pour réfléchir, mais essayer de dire vraiment les premières choses qui te viennent. On va essayer de filmer cette partie parce qu'on veut justement la mettre sur les réseaux sociaux, si ça te convient. Okay. Donc, si tu pourras regarder la caméra, et pour ça, je donne la main à Loïc qui va s'occuper de te dire toutes les questions. Alors, juste... Merci Camille. Ok, donc Faustine, tu es prête ? Je suis prête. Donc on est parti pour les questions rafales. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant ? En ce moment, j'allaite ma fille. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Alors, je ne lis pas de livre, je suis plus podcast. Et on va dire que mon podcast préféré, là, le dernier, c'est Le Manal Show. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ? Les gratounettes, ça abîme mes doigts. Quel animal te représente le mieux ? Alors, je sais pas, je dirais une lionne, comme ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Quelle est ta plus grande peur ? De ne pas réussir. Quel est le dernier film, série ou documentaire que tu as vu ? Ah, génial, Prendre de la hauteur, je crois que ça s'appelle sur Netflix. C'est le Loup de Wall Street version allemand, c'est super sympa. Quel contenu recommanderais-tu en premier pour monter ta boîte ? La formation L'Antichambre de Germinal. Qu'est-ce qui peut te mettre dans une colère noire ? Ma fille. Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie ? Le fait de lancer sa boîte quand on est maman de 2 jeunes enfants. Si tu avais 5 000 € à investir, que choisirais-tu ? Germinal. Quelle personnalité t'inspire le plus ? Du coup, en ce moment, on va dire que c'est Grégoire Gambato de Germinal. De quel luxe ou de confort ne pourrais-tu te passer ? Mon iPhone. Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner, vivant ou mort, qui choisirais-tu ? Alors du coup, je dirais Pauline Léniaud du podcast Le Gratin. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité ? D'être généreuse. Selon toi, quel est ton plus grand défaut ? De pas assez être dans l'action. Sur une échelle de 1 à 10, ton degré d'épanouissement personnel ? En ce moment, 10. La dernière chose que tu fais en te couchant le soir ? J'embrasse mon mari. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci bien en tout cas. On va finir par 3 questions assez rapides. Est-ce que tu as quelque chose à recommander ? Soit un podcast, soit une chaîne YouTube, soit quelque chose que tu suis en ce moment qui t'inspire. Ça peut ne pas avoir de lien avec l'entrepreneuriat. Alors c'est très lié à l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est pas le terme, mais voilà, parce qu'en ce moment je ne fais que ça, donc effectivement j'écoute beaucoup Le Gratin de Pauline Léniaud, la formation L'Antichambre de Germinal, et de manière générale à recommander, c'est de tester. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive, et je pense qu'il faut se le répéter même à nous-mêmes, donc à moi Faustine, à vous les gars de Common, parce qu'au final il n'y a que comme ça qu'on avance. C'est cool. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Alors moi, niveau podcast, en ce moment, il y en a un sur lequel je suis depuis quelques jours et où je suis en train de tous me les faire. C'est Growth Makers, que je peux juste vous conseiller et que je trouve extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent faire du growth hacking et même juste avoir une vision plus globale du marketing des entreprises. Et alors, je finis par moi, je vous conseille une petite chaîne YouTube qui est surtout la playlist YouTube versus la télévision de Ludovic B. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast ? Quelqu'un que j'aimerais entendre sur ce podcast ?
qui soit, ça peut être une personnalité qui soit Alors, pour l'instant Je propose inaccessible. qu'on mette un pour nous. joker. Pas de Grégoire Gambato pour cette réponse. Non, parce qu'en plus, j'aurais pas dit lui, parce que justement, on en a entendu beaucoup sur lui. Donc, non, en plus, j'irais plus sur quelqu'un dont j'ai vraiment envie de connaître les fonds de son podcast. Et en tête, je sais pas pourquoi, j'ai une personne qui me vient, donc je vous le dis. C'est ma copine Audrey de UPF Boutique, qui a fait Lyon Startup avec moi, qui a monté un super site internet de vêtements anti-UV. Son histoire, c'est qu'elle a eu un cancer de la peau, donc du coup, elle a voulu faire une boutique avec des vêtements anti-UV. Son objectif pour plus tard, c'est de monter sa propre marque. Mais en tout cas, voilà, ça marche bien, son site. Et d'ailleurs, je dois l'appeler à 17h. Ok, l'invitation est lancée. Alors, si tu nous écoutes, on serait ravis de te recevoir sur ce podcast pour la deuxième, troisième. Alors, deuxième, troisième, normalement, on a déjà des invités. J'ai hâte de découvrir ça, les gars. Mais en tout cas, on serait ravis de te recevoir sur ce podcast. Et enfin, où on peut te retrouver ? Eh bien, sur Ça change tout de partout. C'est-à-dire Instagram, c'est Ça change tout, tout attaché. Et Facebook et LinkedIn, j'ai des pages pro, Ça change tout, écrit de façon tout à fait normale et française, comme on peut trouver dans le petit Larousse. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été ce cobaye pour cette première des aspirantes. Tu voulais dire quelque chose, Loïc ? Exactement, je plus sois dans ce que tu dis, dans le sens où tu es venu essuyer les plâtres et franchement, on a passé un super moment avec toi. J'espère que les auditeurs ont le même avis. Et vraiment, c'était instructif et motivant. Et écoutez, moi je voulais vous remercier aussi parce que je trouve qu'on a fait un super premier podcast. J'espère que ça inspirera plein d'autres personnes. En tout cas, j'espère avoir passé le message de dire toutes les choses qui étaient intéressantes d'entendre quand on se lance. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça inspirera plein de personnes. Super, merci Faustine Bonner. Donc on te retrouve sur Instagram, LinkedIn et Facebook à Ça change tout. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous venez d'écouter le premier podcast des aspirants. Merci d'être resté jusque-là. À la base, on voulait faire un podcast de moins d'1 heure, mais on a un peu débordé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau parcours de vie d'une personnalité lyonnaise. N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez écouter sur les prochains podcasts. En attendant, vous pouvez suivre l'Aventure Commune sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et n'oubliez pas, de la curiosité naît l'envie.